si c'était moi, on ne marquerait jamais la marque sur un cadran. D'abord parce que ça prend beaucoup de place si on raisonne en proportion. J'ai pas besoin qu'on me dise que c'est un tel ou un tel. Je le sais, ça se voit. C'est une série limitée Bulgari fait avec Mocopoleta et Chronopassion. Donc c'est un produit qu'on ne peut pas trouver ailleurs que chez toi. Oui, bien sûr. Ok. La collaboration en tant que telle, elle me paraît toujours valable quand on fait une collaboration entre deux horlogers ou deux marques horlogères. Faire une collaboration avec une marque automobile ou de ce que tu veux, c'est bien, mais c'est pas du tout la même chose. Est-ce que c'est pas ça la force de MB&F, c'est d'être complètement libre de faire ce qu'ils veulent. Ouais. C'est le pape de l'horlogerie indépendante. Et aussi un grand fan de guitare et de rock'n'roll. Comme la musique et les montres nous font frissonner de façon très similaire, j'ai proposé un challenge inédit à Laurent Picciotto de Chronopassion. Associer 5 marques de montres dont il a le secret aux 5 riffs de guitare qui lui mettent la chair de poule. Prends 2 secondes pour claquer ton meilleur like et on se retrouve pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Ce programme vous est présenté par Dailicious, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailicious.com pour raconter comment tu aimes ta montre. C'est du bon ça, on ne va pas nous entendre. Hein. T'es gaucher ou droitier? Droitier. C'est du bon les amis, vous avez entendu ça comme Dancing de Jeff Beck, j'étais comme un malade quand tu m'as envoyé ça, je connaissais pas bien Jeff Beck, de nom forcément, les Yardbirds et tout ça. Pourquoi tu as greffé une MB&F? Alors quel est le modèle? Legacy Machine, sequential chronographe, donc le chronographe le plus sophistiqué, compliqué et avec lequel on peut tout faire. Ouais. C'est-à-dire même si tu veux t'en servir comme compteur d'échecs, tu peux, parce qu'on a 2 chronographes indépendants. Ouais. Et on peut s'en servir de façon indépendante, mais on peut aussi les coupler, les lancer en même temps et arrêter un pendant que l'autre continue, inverser, celui qui était arrêté recontinue et l'autre s'arrête. Donc là, je peux vraiment prendre tous les temps intermédiaires d'une course. Alors pourquoi MB&F et Jeff Beck? Parce que Jeff Beck a vraiment été considéré comme le virtuose de la guitare. Même des gens qui disent c'est pas de la guitare qu'il fait, c'est autre chose. Il y a eu une série d'interviews de tous les grands guitares héros où des gens comme David Gilmour disent oui non mais Jeff Beck non parce que on a essayé hein mais on n'a pas réussi. Bon, et là avec MB&F c'est un peu la même histoire parce que on est à 22 calibres sur 20 ans. À chaque fois c'est pas des calibres juste pour rire et à tel point d'ailleurs que ce soit sur le Legacy perpétuel ou que ce soit sur le Legacy Sequential Chronograph qui ont été les 2 poids lourds et qui sont toujours les best-sellers de la marque. En réalité, il y a eu 2 grands prix une aiguille d'or et que ce soit pour le chrono et également un grand prix pour le perpétuel. La réalité, c'est que quand on discute avec des marques institutionnelles qui ont 1000 ou plus de personnes dans leur manufacture et qu'on leur parle par exemple du sequential chronographe, souvent ils regardent leurs chaussures. Et ils regardent leurs chaussures pour une raison simple, c'est qu'ils disent ok, d'abord on n'aurait pas pensé à faire un chronographe aussi sophistiqué, et 2, si on avait même pensé à ça, on n'est pas tout à fait sûr qu'on aurait été capable de le faire. Donc c'est un peu violent, brutal. C'est pour ça qu'il y a de la virtuosité là-dedans, qu'une boîte de 50 personnes arrive à mettre quand même, je dirais un peu à l'amende, des maisons séculaires qui sont avec des fabriques un peu importantes et qui regardent ça d'un œil un peu gêné. Et ce que tu disais, aiguille d'or, Jeff Beck, il est dans le Hall of Fame du rock'n'roll. Bien sûr. Largement, et plusieurs fois, je me demande, non? Il n'y a pas... c'est d'autres... Non, c'est possible. Maintenant, ce qui est intéressant en termes de personnalité, c'est que Jeff Beck... il chante pas, déjà. Il fait de l'instrumental. À l'époque, l'instrumental, ça n'a pas beaucoup droit de citer. Mais lui, il fait beaucoup de voitures aussi. Il est passionné. Pas mal de rockstars de l'époque, dès qu'ils ont gagné un peu, voire un peu beaucoup d'argent, ils achètent tous une maison. Lui, il achète une voiture de course. Et
En réalité, Ça le rapproche de Mason, de mémoire, du bassiste des Pink Floyd, qui est un gros collectionneur de bagnoles. Mais disons que, si tu veux, c'est plus sur l'idée de dire, Jeff Beck, il en a toujours fait qu'à sa tête. Max aussi. Ah, ok. C'est ça le truc. Et que, pour moi, cette musique-là, c'est aussi compliqué, techniquement, qu'une montre de MBNF. C'est ça l'idée. Et, encore une fois, il en a fait qu'à sa tête. On va faire des trucs spéciaux. Si ça amuse plus de gens que lui, très bien. C'est ce qui s'est quand même passé, parce que on voit le succès depuis déjà maintenant pas mal d'années. Jeff Beck, ça a été un peu la même chose. Je fais mon truc, on verra. Et bon, il a vraiment défriché guitaristiquement de façon magistrale. Ouais. Et ils sont tous d'accord, hein, je veux dire. Mais il joue différemment aussi. Il joue différemment. Les amis, il joue il joue au doigt, sans vibrator, ouais. Donc il pince, il gratte, en etc. termes de composition, il est très difficile à suivre. C'est vraiment il a une démarche vraiment très particulière. Mais ils sont tous d'accord, hein, que ce soit Gilmour, Jimmy Page et bien d'autres. Jeff Beck. Ok, respect. Alors, Maximilien Busser, je lui dis bonjour, je le connais pas, on s'est croisé une fois dans la rue, je l'avais interpellé, et il était un peu comme toi, quand on s'est rencontrés à Genève, je me suis dit allez, je le connais pas, on se connaît pas, je tente ma chance. Très très sympa. C'est une marque qui donne le sentiment de toucher à tout et qui peut partir dans tous les sens. Donc là, on est sur la gamme ou collection Legacy. C'est ça. Et il y a l'autre partie plus cybernétique, etc. Est-ce que c'est pas ce qu'on retrouve aussi dans ce morceau? Je vais vous le remettre en boucle, etc. Oui, on est dans le groove, le rock, la fusion telle qu'on l'a connue dans les années 90. Alors que là, c'est milieu 70. Ouais. Non, avec Jeff Beck, au travers de tous les albums, il y a comme beaucoup de musiciens, mais peut-être un peu plus de diversité selon les époques, selon les approches. Bon, après, il a aussi travaillé avec Rod Stewart à une époque, et qui d'un seul coup, on était plus dans l'instrumental, mais parce que pour Jeff Beck, Rod Stewart, c'était la voix qu'il lui fallait. C'était ultime, donc People Get Ready à l'époque. Et donc, ouais, enfin, les analogies, elles sont nombreuses. Bon, maintenant, c'est sûr que sur l'exercice que tu me fais faire, on pourrait mettre beaucoup d'autres musiques. Ah bah oui. Je veux dire, qui correspondent. Et il fallait choisir. C'était ça le challenge. Mais après, la musique et puis les appétences horlogères, elles sont aussi au cas par cas. Personne détient la vérité. C'est une question d'émotion, de sensibilité, etc. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand je vois cette pièce, c'est aussi compliqué que si demain je voulais jouer du Jeff Beck, parce que j'en suis un peu loin. Ouais. Le fait qu'il chante pas, moi je me suis posé la question, je suis un peu plus jeune que toi, je le connais pas bien, mais évidemment Jeff Beck, si on aime le rock'n'roll, on sait qu'il a joué dans les Yardbirds, bien sûr, qui était et quand on chante pas et qu'on a joué dans des groupes comme ça, on pourrait dire, mais en fait Jeff Beck c'était presque le copain de tous les autres qui étaient dans des groupes structurés. Est-ce que c'est pas aussi ça l'ADN de MBNF, donc Maximilian Busser and Friends, lié à ce qu'il a fait chez Harry Winston, etc. Et en fait, tout ça, c'est toujours une affaire de potes. Oui, et puis de compétences. C'est-à-dire que de la même façon que Jeff Beck était aussi est intervenu dans beaucoup d'albums et qu'il a été aussi à un moment musicien de studio, même par la suite, il a fait des collaborations. Pour finir, d'ailleurs, avec son nom m'échappe évidemment. Alors il va revenir après. Oui, il va revenir après. Mais c'est énervant. Et si tu veux, avec Max, oui, il y a en fait toute la partie Harry Winston à l'époque. Il invente le concept des opus parce que il est nommé CEO d'Harry Winston, qui a pas vraiment qui donne pas une appétence formidable aux collectionneurs de l'époque. Et puis il invente ce concept des opus en disant voilà, chaque année avec Harry Winston, on va faire une pièce particulière qui sera avec quand même un ADN de dessin des montres de la marque, mais avec une complication qui sera sortie de la tête d'un François-Paul Journe, d'un Félix Baumgartner ou d'un Vianney Alter. Donc,
il y a cette fusion-là aussi qui est intéressante. Et puis pour que ça marche, faut qu'ils s'entendent, faut qu'ils aient des complémentarités, faut qu'ils aient des différences. Ça, c'est presque la signification des copains et de l'amitié, quoi. D'ailleurs, ça m'est revenu, c'est-à-dire quand à la fin, Jeff Beck, un de ses derniers albums, il le fait avec Johnny Depp, tu t'y attends pas. Ouais. Et Johnny... Grand musicien, Johnny Depp, hein. Ouais. Mais bon, je veux dire, même si t'as un très bon niveau, aller faire un album, alors ok, ils étaient devenus très amis, mais aller faire un album avec Jeff Beck, faut oser. Mais bon, ils ont fait le truc et c'était génial. Alors, Jeff Beck, les Yardbirds, je qualifie ça de métagroupe, hein, c'est-à-dire un peu l'association de... Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu quoi? Il y a eu les Traveling Wilburys avec Bob Dylan, Keith Richards, etc. Est-ce que c'est lui qui a inventé cette logique de, justement, je casse les codes sur le produit qu'on a sous les yeux, qui casse de nombreux codes, encore plus avec la partie horological machine, tu vois, et je casse les codes, mais pour autant, je fais venir les copains du milieu. Oui. Donc, à la fois une disruption et une continuité. Hein, l'innovation sans tuer le passé. C'est aussi une réunion de compétences. Ouais. C'est-à-dire qu'on va retrouver Voutilainen, Kari à plein de moments. Et il va y avoir dès le départ d'ailleurs les choses parce que la pièce qui est ici, elle a été conçue par McDonnell. McDonnell, c'est un type qui est pas horloger. Ouais. Mais qui est un ingénieur génial, dont il a vraiment fait connaissance au tout début, puisqu'au tout début, quand il fait la machine horlogère, donc la HM1, qui est une montre qui fait à peu près 6 cm de long, mais dans le sens du bras, qui est un tourbillon central avec l'heure d'un côté et les minutes de l'autre. Il fait faire ce mouvement par une société à l'époque, cette société est vendue. Et un bon matin, les gars arrivent en lui disant, bah écoute Max, on est désolé, la société a été vendue, on a autre chose à faire, voilà tes mouvements. Donc, démonter en layette, débrouille-toi. Voir, si je me souviens bien, il n'y a pas de plan. Ok. Et il y a, je sais plus, 300, 400 composants dans l'histoire. Très bien. Là, il était chez Opus ou c'était après? Non, ça c'est le début d'MBNF. Ok. D'accord? C'est-à-dire c'est au bout d'un an et demi, il a lancé sa fabrication, il se retrouve comme ça avec ses petites boîtes et toutes ses pièces dedans. Et là, il est vraiment embêté parce que, bien entendu, il sait pas vers qui se tourner. Et il se tourne vers McDonnell. Et il va le voir, il lui dit voilà où j'en suis. Est-ce que, en regardant comme ça, ce qui paraît déjà fou, mais est-ce que ça semble possible de pouvoir monter ce mouvement? McDonnell, en assez peu de temps, monte un mouvement, il lui dit, ouais, il n'y a pas de problème. Ok, tu peux en faire 20? Oui, bah oui, j'en ai fait un, je peux faire 20. Et donc, si tu veux, il sauve Max de ce problème majeur quand même, surtout que les pièces étaient commandées. On était quelques-uns à les avoir achetées en souscription. On savait déjà qu'on avait 1 ou 2 ans devant nous. Mais là, c'est la panique totale. Et il se dit, je vais peut-être d'ailleurs arrêter avant même de commencer. Et finalement, 15 ans plus tard, il se revoit avec McDonnell. McDonnell lui dit, les calendriers perpétuels, pour moi, tous ceux du marché, à 1 ou 2 exceptions près, c'est pas terrible parce que c'est pas d'une fiabilité terrible, etc. Mais j'ai une idée pour en faire un. Et Max dit non, surtout pas, je veux pas faire de quantième, c'est une galère, ça fonctionne pas, c'est trop d'ennui. Ok. Et McDonnell lui dit oui, mais nous on va pas raisonner comme tout le monde. Évidemment. C'est-à-dire que la plupart des quantièmes aujourd'hui sont avec des correcteurs. Je peux pas régler les choses de façon indépendante. C'est-à-dire que si je me gourre, je suis obligé de faire 4 ans. Ouais. Ok. J'ai mon correcteur où je vais rayer ma boîte. D'ailleurs, je sais jamais où il est, mon correcteur. Donc, le matin, on a énormément de clients. Ils veulent mettre leur truc. Et puis, ils disent, bon, bah, je verrai ce soir, hein, parce que là, ça fait déjà 20 minutes que je m'énerve. J'ai rayé ma boîte. Le truc, j'ai encore dépassé la bonne date. Enfin, bon. Et McDonnell dit à Max, non. Et nous, ils sont tous calés sur 31 jours et on retranche des jours. Ah ben, moi, je fais que des mois de 28 jours et j'ajoute des jours. Et ça fait une différence énorme. Il y a moins de pièces, il y a moins de friction, il y a moins de force, il y a moins de contradictions. Et je suis dans une fiabilité totale. De plus, je mets pas de correcteur, je mets 4 poussoirs discrets. Avec le doigt, je peux régler mon affaire et tout indépendant. Je veux régler que l'année bissextile parce que je me suis gouré, paf, c'est fait.
Je fais ça à une mauvaise heure parce qu'il y a quand même des heures entre 23h ou 22h30 et 2h du matin, c'est pas la peine. Là, je le fais et je vais tout de suite comprendre que je suis pas dans la bonne zone parce que le poussoir ne va rien faire parce que j'y ai inclus une sécurité. Ah, ok. Là, c'est pas la même chose. Surtout dans un métier où on dit, ouais, mais on a toujours fait comme ça. Ah Les oui, kantiens, on a toujours fait comme ça. oui. Et là, il y a un mec qui va dire, moi, je remets en question 100 ans ou plus de tradition de c'est comme ça et on fera jamais autrement. Oui, il le fait. Donc là, c'est majeur. Un quantième perpétuel legacy machine aujourd'hui, en 25 secondes, après t'avoir expliqué aussi, peut-être même plus vite que ce que je viens de faire, c'est bon, tu l'as réglé. On le règle même plus vite qu'un moonphase qui est déjà un peu compliqué. Mais ce que tu illustres là, vous le savez les amis d'Alichous, c'est un projet de technologie et d'innovation. Moi je suis pas du milieu, hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a sympathisé avec Laurent. Moi je suis un peu arrivé naïvement comme ça. La disruption, l'innovation dans un domaine, elle peut pas venir de l'intérieur. Il faut qu'il y ait des gens qui regardent avec un regard qui est différent, et c'est le cas de cet ingénieur en fait qui lui a évidemment énormément bossé sur l'historique, d'accord, mais sans que ça soit un totem intouchable. Non, puis qui trouve je veux dire, qu'il y a un regard très particulier, hein, c'est quand même une approche très spécifique. Le jour où, si tu veux l'histoire, la genèse du sequential chronographe en legacy, Max vient d'acheter un chrono de poche à rattrapante et il le montre à McDonnell, il est tout content, il dit ah, t'as vu, c'est super pièce, et de mémoire des années 40 ou 50 avec un cadran en émail, etc. Et McDonnell il fait ouais franchement. Et donc Max lui dit mais je comprends pas, c'est pas ça super. Il dit non, je trouve ça nul. Je trouve ça nul parce que avec un chrono à rattrapante, tu vas prendre un temps intermédiaire, mais je te mets au défi de prendre tous les temps intermédiaires d'une course de voiture ou donc chevaux ou ce que tu veux. Ouais. Oui, mais enfin quand même non. Il dit d'ailleurs en réalité, il n'y a pas de chronographe sur le marché qui trouve grâce à mes yeux. Bon, ok. Mais alors, c'est quoi ton idée? Mon idée, c'est de faire un chrono avec lequel je peux prendre tous les temps intermédiaires d'une course. Et en réalité, ça passe par un truc, c'est d'avoir 2 chronos indépendants, mais aussi couplés, si j'en ai envie, dans la même montre. Et il sort cette pièce où, comme je te le disais une fois auparavant, on peut se servir de ce chronographe pour bien illustrer les capacités, si on en a envie, comme d'un compteur d'échecs. J'arrête un chrono pendant que l'autre continue, j'inverse, j'arrête celui qui continuait pour prendre le relais, et effectivement, là, je peux prendre tous les temps intermédiaires que je veux. Et McDonnell va tellement loin que 6 mois après avoir sorti cette pièce, ça a pris 5 ans, hein. Oui, ça... il dit, le talent, ça suffit pas, il faut aussi du boulot, ouais. J'ai un regret. On aurait pu aussi additionner la fonction flyback sur chacun des chronographes. Alors là, intellectuellement, tu as du mal à voir à quel moment tu vas t'en servir, mais en tout cas, il le fait. Et ça, c'est l'édition 33 pièces platine, sequential chronographe, avec le flyback en plus sur chacun des chronos. Chez ces montres-là, tu les vends ici chez Chronopassion. Ouais. Tu vends plus du Legacy. Non, on les vend dans le lab MBF. Pardon, c'est vrai, tout à fait. Même si, bon, c'est la même maison. Voilà. Tu vends plus de Legacy ou de Religical Machine? C'est très variable. Ça dépend des années. Ça dépend des années parce que ça dépend des lancements. Ouais. Ça dépend des nouveautés. Là, on vient de faire, il y a quelques jours, puisque c'était début de semaine dernière, le lancement d'une collaboration de machines horlogères, en l'occurrence une collaboration avec MBNF et Bulgari. Oui. Donc, qui a pris la forme d'une serpentille, qui est une montre de femme au départ, pour faire une serpentille homme, donc avec une tête de serpent revue et corrigée par Fabrizio Buonamassa à la tête du design de Bulgari et Maximilien Busser de l'autre côté. Résultat bluffant comme d'habitude, c'est-à-dire que là on pourrait dire que grosso modo, si on se souvient de la Bulldog de MBNF, là on est passé dans la version serpent, assez bluffant, 33 pièces
pour chaque couleur, en l'occurrence 3 couleurs, et donc 99 pièces en 48 heures. En tout cas pour ce qu'on connaît, c'est-à-dire la partie MBNF, puisqu'il y a la moitié des pièces pour Bulgari et la moitié des pièces pour MBNF. On a tout vendu. Parce que il y a pas d'équivalence, c'est dingue. Après, ça peut plaire, pas plaire, mais ça ne peut pas laisser du tout insensible. Ça, c'est très très clair. Est-ce que donc pour répondre à la question, là, ça va faire beaucoup plus de HM, de horological machine, mais la créativité n'étant pas saisonnière. Voilà, là il y avait cette nouveauté quoi. Dans ce qu'il fait chez MBNF, les Friends, j'ai le sentiment, mais je me trompe peut-être et je fais exprès de poser la question justement pour que tu nous guides. C'est plutôt des individus avec qui il collabore. Là, c'est avec une marque. Quand il faisait Opus avec Harry Winston, c'était également avec des marques, c'est plutôt avec des horlogers au sens de métier. Oui. Là, c'est une première quand même de ce crossover de 2 marques tentaculaires. Alors, à l'époque d'Harry Winston, c'est principalement des collaborations avec des horlogers indépendants qui, à l'époque, pour une bonne partie d'entre eux, sont pas connus, sont des gens de l'ombre. Mais c'est sûr que ce soit François-Paul Journe, Vianney Alter et bien d'autres, ils sont devenus, pour une bonne partie d'entre eux, plus que connus. Félix Baumgartner pour Urwerk également. Bon. Mais, effectivement, il n'y a pas de collaboration avec des marques. Aujourd'hui, Bulgari, c'est la 2e collaboration. Il y a pas si longtemps, quelques années, ils ont fait une collaboration sur une pièce donc de femme, assez joaillière. Il y a eu des collaborations dans le passé avec la maison de Broussin, sous la forme d'une chouette ou d'un hibou, je sais jamais bien la différence, mais en tout cas quelque chose de très très gonflé à l'époque. Il y a eu des collaborations avec Alain Silberstein il y a aussi quelques années à 2 reprises, si ce n'est 3. Enfin, je veux dire, et en réalité, en tout cas de mon point de vue, la collaboration en tant que telle, elle me paraît toujours valable parce que c'est pas toujours le cas. Effectivement, quand on fait une collaboration entre 2 horlogers ou 2 marques horlogères, faire une collaboration avec une marque automobile ou une marque de guitare ou de ce que tu veux, c'est bien, mais c'est pas du tout la même chose. Quand il y a quelques années, Max fait une collaboration avec Moser où ils font 2 séries de pièces, MBNF interprété par Moser et Moser interprété par MBNF, le résultat, il est bluffant. On est plus sur quelque chose de mon point de vue beaucoup plus fort que l'élément marketing où je vais prendre une marque de voiture, quelque part mettre simplement le logo quelque part de cette la marque de bagnole ou de moto ou autre, on vient sur la notoriété du partenaire. Ouais. Ok, Bulgari, ça a une notoriété en dehors du périmètre du collectionneur de montres beaucoup plus élevé parce que c'est une très très grande marque. Ouais. Dans les non-fans de montres peuvent connaître de Bulgari, ceux qui sont pas fans ou passionnés de montres. Oui, bon, maintenant, je veux dire, il faut quand même remettre en perspective que Bulgari, ces 10 dernières années, au travers de l'Octo, a pris une place importante dans les montres d'hommes, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Et, bout de course, d'avoir également pu acquérir un nombre de records assez impressionnant, puisqu'on est à, on sait jamais d'ailleurs si on est à 10 records actuellement, 9 ou 11, avec la 3 aiguilles auto la plus plate, le tourbillon mécanique le plus plat, le tourbillon automatique le plus plat, le chrono GMT également, le quantième perpétuel rétrograde le plus plat, jusqu'à le record d'extra plat qui avait été repris par une autre marque auparavant et qui a été récupéré par nos amis bulgares. Donc à la fin, je veux dire, c'est devenu des purs horlogers. Pour beaucoup de gens, c'est encore une marque de joaillerie, mais ils ont loupé quelques saisons à la série. Ouais, tout à fait. Là, je parlais simplement de la notoriété. Mais si on devait synthétiser finalement Jeff Beck avec MBNF, c'est le génie créatif. Et le génie créatif, il est à la fois partout et nulle part, et il est là où on l'attend pas. Avec une grande liberté. Avec une grande liberté. Ouais, est-ce que c'est pas ça la force de MBNF, c'est d'être complètement libre de faire ce qu'il veut. Ouais. Il fait ce qu'il sent, comme il a envie. Et il a toujours d'ailleurs revendiqué, je veux dire, quand les premières montres qui étaient quand même très très
gonflés, je dirais, sur leur approche au départ. Ils disaient bon, moi ça me plaît. On verra si ça plaît à un peu plus de personnes dans l'industrie. Les amis, on se régale. En fond sonore, on avait Come Dancing de Jeff Beck. Alors moi, je sais ce qu'a choisi Laurent pour le deuxième couple riff de rock'n'roll et montre. Je vous mets un petit extrait. Les spécialistes vont reconnaître. Ça, c'est du bon. On est sur quelque chose de complètement différent. Ça, pour le coup, c'est un des intros. J'appelle ça riff d'ailleurs. Toi, qui es guitariste, qui es aussi collectionneur de monde que même plus peut-être de guitare. Ouais, je ne sais pas trop. Ouais. Ça dépend des moments. C'est quoi la différence? Ça, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'intro de Cachemire. Ouais. Les fans de rock et de blues, ils connaissent tous. Ceux qui connaissent pas, écoutez, c'est envoûtant. Ça en est même hypnotique, je trouve. Ouais. Ça, c'est une intro, c'est un riff, c'est un solo. Ça, c'est les deux. C'est les deux. Enfin, pour moi, c'est quoi un riff alors? Ah ben, un riff, c'est si tu veux, c'est I Can't Get No. Tu vois? Ah, ça, c'est du bon, ça. Les 3-4 peut-être qu'il y a Can't Get No Satisfaction, mais on le dit pas. On verra, on verra tout à l'heure. Hein. Ouais. Donc là, c'est Smoke on the Water. Ça, c'est un riff. Ouais, aussi. Ok. Donc, mais mais là particulièrement, c'est un morceau qui est presque un mantra aussi, d'une certaine façon, parce qu'on est vraiment dans un truc répétitif qui revient, mais qui t'emmène de façon un peu inévitable si t'es sensible à ce type de musique. Ouais. Donc album Physical Graffiti qui suit, on va dire les 4 incontournables Led Zepp 1, 2, 3, 4. Ouais. Et là, tu l'as associé à quelque chose qui a absolument rien à voir avec la première montre qu'on vient de voir. Ouais. Là, on a... Et a priori, rien à voir avec la montre elle-même. Voilà, on a une Daniel Roth. Mais si on s'y attarde... Voilà. Là, on a une Daniel Roth reconnaissable entre tous à sa forme. Ouais. Là, bien évidemment, ça c'est un modèle que tu as ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur d'abord Daniel Roth rapidement, un des génies horlogers de ces dernières années, qui est de 1945, 1950, hein, donc il doit avoir 75 ans à peu près. Ouais, un peu plus. Mais... une marque qui a eu, je serais tenté de dire des hauts et des bas, mais c'est vraiment l'horloger indépendant, peut-être moins connu que d'autres. J'ai envie de dire. Indépendant avant l'heure aussi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, je commence à travailler avec Daniel en 1991. Ben oui. Un jour, à la fin des années 80, je vois un de nos clients, parce que bon, on voit quand même chez Chronopassion toujours beaucoup de pièces qu'on rencontre pas tout le temps et souvent avec des amateurs qui sont à l'affût de la nouveauté la plus confidentielle qui soit. Et je rencontre un jour un client qui a une pièce donc similaire à celle-ci, si ce n'est qu'elle est marquée Asprey. Bon, c'est bizarre. Asprey a dû faire ça avec quelqu'un, mais avec qui? Et là, le type me dit oui, il a fait ça avec un type qui s'appelle Daniel Roth. Ils ont fait une petite série, mais il va probablement continuer sous sa marque. Et c'était probablement une sous-traitance, on va dire, pour mettre le pied à l'étrier. Ouais. Ok. Bon, à l'époque, il n'y a pas Internet, évidemment, donc je mets un petit moment à trouver les traces de Daniel Roth, et puis je finis par le rencontrer, et je tombe sur un type adorable, assez poète, extrêmement calme, dans une sorte de bulle, et qui me très rapidement, on conclut que oui, je vais être vendeur de Daniel Roth. Et puis on démarre avec le tourbillon double face. On a beaucoup. On a déjà une montre de forme. C'est une boîte. Il a jamais rien fait d'autre. Non. Non, en tout cas lui. C'est-à-dire que parce que si tu veux pour la petite histoire, donc quand il démarre après cette sous-traitance pour Asprey et qui fait les montres sous son nom. Il s'installe au Sentier, donc à côté du Brassus, et évidemment la partie commerciale, c'est pas son domaine. Mais sauf qu'à un moment, il fait un peu tout, donc et il change d'actionnaire au moins 4 fois les 5 premières années. Et là, il prend cher. Je veux dire, il prend un coup sur la tête parce que
tout ça, c'est des histoires qui vraiment, il n'y comprend pas grand-chose. Il se retrouve avec des gens pas forcément bien intentionnés. Là, on est avant que tu le rencontres? On est non pendant, après. Ouais. Une fois qu'on est... Fin 90. Ouais, entre 91 et 80. Ouais. Donc on était, est-ce que tu es d'accord avec ça sur l'aspect historique, on était encore à une période de repositionnement de l'horlogerie mécanique vers un produit haut de luxe. Il y avait des dizaines de marques qui avaient disparu et sombré. Absolument. On est dans le frémissement de ce que vont être les années 2000. Ouais. Et il n'y avait pas encore il y avait pas encore ce qu'on vient de voir avec NBNF ou avec d'autres marques complètement délirantes. Ouais. L'horlogerie était encore c'était calme avec la vision de l'horloger qu'on a, le petit vieux à son établi, quoi. Ce qui a complètement changé, quoi. Si tu veux, le vrai frémissement du marché, c'est 95-2000. Et un des artisans de ce frémissement, voire capable de faire un peu bouillir d'ailleurs le truc pour qu'à un moment ça explose, c'est Jean-Claude Biver qui est en train de qui a lancé Blancpain et qui est déjà en train d'expliquer à la terre entière que il y a des gars dans la montagne qui fabriquent des montres compliquées à des prix qui ne soupçonnaient pas, etc. Donc c'est un moment un peu particulier. C'est vrai que Daniel fait ça vraiment au tout début des années 90. Donc c'est compliqué pour lui. Finalement, à un moment, la marque sera vendue à un de nos confrères à Singapour, DR Glass, la famille T, et qui achète la marque Ginta d'ailleurs à la même époque, et qui finalement se retrouve dans une position un peu complexe de se dire c'est très compliqué de gérer une marque pour des gens de Singapour, de gérer une marque qui se trouve dans le Jura suisse, quoi. C'est pas si simple. Donc on a assisté à certains moments, si tu veux, à des dérives au niveau des dessins de Daniel, sans jeter la pierre à DR Glass, mais bon. Et puis finalement, ça a été racheté par Bulgari, qui a laissé ça un peu. Enfin, je veux dire, il y a eu du Bulgari by Daniel Roth ou l'inverse. Mais par Bulgari, avant que Bulgari soit racheté par VLMH, ou pas? Non, je ne crois pas. Okay. Je ne crois pas. Je pense que... Est-ce que c'est Daniel Roth? Mais sauf que, il y a une période, si tu veux, un peu végétative de la marque dans un tiroir au sein de Bulgari, jusqu'à il y a peu de temps, hein, il y a 2 ans. Monsieur Arnaud dit à son fils Jean, mais je comprends pas, on a 2 marques. Gérald Ginta et Daniel Roth, mais c'est bien à nous. Il se passe rien. Qu'est-ce qu'on fait? Sois gentil. Si tu peux t'en occuper pour qu'on redéploie les énergies sur ces 2 maisons, au travers de la fabrique du temps dans laquelle Jean Arnaud travaille déjà, puisqu'il gère l'horlogerie Vuitton. Et la fabrique du temps qui est devenue, je veux dire, une fabrique, une manufacture absolument incroyable, avec des pièces uniques, avec des tas de choses, avec 2 anciens de la maison Ginta, et le truc repart. Et d'ailleurs, donc Jean a rencontré Daniel, hein, puisque bon, il est là, hein, même s'il a un certain âge, qui est tellement content de voir ce revival avec des mouvements, c'est-à-dire avec un calibre qui a été développé spécialement, ce qui n'était pas son cas à l'époque. À l'époque, il travaillait avec des calibres existants, même s'il les retravaillait derrière, évidemment. Mais là, on est parti dans une définition qui est à la hauteur de ce qu'il n'aurait peut-être même pas rêvé de faire à l'époque pour des questions de moyens, de taille d'entreprise, etc. Donc aujourd'hui, moi, j'ai de la nostalgie et je suis très content de voir Roth qui revient, puisque bon, ça a toujours été pour moi des moments vraiment merveilleux, aussi bien avec Daniel qu'avec les montres et tous les clients qui étaient déjà enthousiastes à l'époque. Est-ce que c'est pas ce qui te caractérise, hein? On en a parlé en off, tu me dis si tu veux pas en parler, mais tu fais beaucoup de musique, t'es guitariste toi-même, moi je voulais qu'il fasse les riffs et tout ça, mais c'est pas facile, etc. Surtout ça doit bien faire 3-4
4 ans que Ouais. je joue Tu joues moins, quasiment ouais, non, pas. mais Ouais. c'est la musique, ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire, mais c'est ce à quoi je crois profondément, c'est pour ça que je le fais, c'est une affaire de rencontre humaine. Je veux dire, au final, tout ça, ça sert à rien d'un point de vue fonctionnel, mais ça nous nourrit, la passion, l'âme. Mais rien ne sert à rien. Oui, c'est bien résumé. Mais après, je veux dire, quand on a des attractions sur des sujets, des objets, et derrière ces objets, il y a des gens Eh oui. qui sont dans une sorte de parfois de folie, qui est pas forcément le bon terme, mais en tout cas qui vont au bout de leurs idées et qui arrivent à te séduire avec un travail incroyable de ce qu'ils ont pu faire. C'est fantastique. Je veux dire, mais on va retrouver ça dans la lutherie, hein. Je veux dire, moi, ce week-end, j'étais à Vichy, chez mes luthiers, Wild Custom Guitars. Tu visitais la fabrique. Ensuite, il y a des mecs qui faisaient des démos, une masterclass avec notre démonstrateur Richard Daudet qui joue incroyable. Enfin, tout ça, c'est de l'échange. Et on a accueilli des gens parfois qui étaient juste parce que c'était une journée porte ouverte, qui sont venus voir parce qu'ils habitaient en face ou dans la région de Vichy et qui sont arrivés en disant et qui sont repartis en disant waouh. Pour les fans de guitare, je mettrai les coordonnées si t'es d'accord du luthier à Vichy. Cette Daniel Roth là, c'est quel modèle là? On a le look Daniel Roth, hein, donc la forme. Donc ça c'est tourbillon. Le calendrier, tourbillon. En fait, il y a eu un premier tourbillon dit le tourbillon de souscription en or jaune. Et avec un fond plein pour être dans la tradition de l'histoire de l'époque de Daniel. Et puis ça c'est le modèle avec donc le fond transparent qui est en or rose, qui lui n'est pas limité, si ce n'est qu'il est limité par la capacité de production qui est de toute façon faible, parce que je pense qu'ils sont toujours un peu en dessous de ce qu'ils imaginent pouvoir réaliser, mais bon ça c'est un mal très partagé dans l'horlogerie, surtout de ce niveau, où grosso modo, je pense qu'on peut raisonnablement parler 65-70 pièces par année. Ils ambitionnent un peu plus pour peut-être se rapprocher de 80 ou 90, mais bon. D'où vient le mot, le nom du modèle souscription? C'est un rapport avec la notion de souscription ou c'est autre chose? Oui, là en l'occurrence, ça a été la volonté de redémarrer avec une souscription. J'ai pas le souvenir ni la mémoire que Daniel l'ait fait à l'époque, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, là, les 20 premières pièces, elles ont été lancées en souscription. Et ensuite, c'est devenu un nom finalement de différence de modèle par rapport à un autre qui est le même sans être véritablement le même. Est-ce que c'est je me pose la question, un des modèles, si ce n'est le modèle, l'un des modèles tourbillons les plus fins quand même? C'est un modèle assez plat dans de l'horlogerie traditionnelle, hein, pas dans on va trouver d'extra plat. Bon, comme je te parlais tout à l'heure d'Octo, hein, Octo a le record en tourbillon, que ce soit en manuel et que ce soit en automatique également. Pour moi, on est loin d'être le plus fin, mais c'est une petite boîte. On a, en termes d'ergonomie, je dirais qu'au poignet, on est aussi en train de revenir sur des boîtes qui sont de moins en moins imposante avec des diamètres forts. Bon là on peut pas parler de diamètre parce qu'on est sur une forme un peu particulière, mais en tout cas c'est pas une grosse montre. Et finalement c'était déjà le cas à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a eu des montres un peu plus importantes dans un moment, notamment sur des chronographes monopoussoirs et même sur des chronographes classiques. Mais en réalité, c'est une montre qui est, je dirais, d'une taille presque universelle aujourd'hui. Elle est facile et d'une élégance. Alors pourquoi tu mets Cachemire là-dessus? Parce que quand moi j'ai vu ça, il m'a envoyé la liste avant, bien évidemment, Led Zepp. Moi, je me suis dit, mais attends, je me suis rien dit. Puis là, avec ce que tu dis, là, je me dis, mais moi, j'aurais mis Since I've Been Loving You, c'est-à-dire comme une espèce d'histoire d'amour qui ne s'arrête jamais depuis que je t'aime, et tu l'aimes depuis tellement longtemps, Daniel Roth, et il était là, il était plus là, puis il est revenu, et puis là, ça revient, bon, on va pas taquiner trop de monde quand même, mais on a une montre de forme avec un calibre de forme, ce qui est pas toujours le cas, hein, pour ce type de produit, d'où l'intérêt de mettre un front de boîte ouvert. Pour être tout à fait honnête, au départ, j'ai même pensé à mettre de la musique classique dessus. Il n'y a pas de riff de guitare. Ah, c'est plus compliqué. Mais non, au départ,
parce qu'on est dans un classicisme, mais finalement en y réfléchissant, d'ailleurs le côté mantra de Cachemire, c'est ça, hein. Il vient, il revient, et puis à un moment ça s'impose comme une sorte de mantra vérité, quoi. Il y a d'évidence. Et je dirais que le côté classique, traditionnel, avec quand même cette touche particulière du dessin de la montre, de ces secondes avec 3 aiguilles de sections différentes pour avoir les 20 premières secondes et puis les 20 suivantes avec une aiguille un peu plus grande et puis les 20 dernières tout en haut de ces 3 échelles. D'un seul coup, je me suis dit non, mais ça va bien avec Cachemire. On est dans un truc un peu fou. Il y a ce côté mantra qui, à un moment, ça s'impose, quoi. C'est-à-dire, et puis Daniel, finalement, d'une certaine façon, sans dévoiler trop sa vie privée, c'est un mec qui a été extrêmement rock'n'roll. Je sais pas, je l'ai pas revu ces derniers temps et je demande à chaque fois d'ailleurs quand est-ce qu'on va avoir le plaisir d'avoir Daniel qui vient sur un événement, mais il dit ouais, je suis fatigué, machin, etc. Parce que tu dis 75, c'est peut-être plus. 1945. Ouais, 80. D'accord. Ouais. Donc, pour dire que moi, à l'époque où je l'ai rencontré, il était mais grave rock'n'roll. Grave. C'est bon. Tu parlais de musique classique quand on sait, c'est véridique. Tu te souviens, on s'est rencontrés dans on va dire la suite de Gaga, donc avec Mo Coppola à Genève. Ouais. Et ben juste avant que tu sois là, je discutais avec l'un des managers qui bosse sur la marque, etc. Puis j'avais fait une petite vidéo du modèle avec le cadran vert. Et il me demandait, on parlait en anglais parce que c'est un Italien, et il me demandait qu'est-ce que tu mets comme musique. Et en fait, je mettais Turandot de Verdi, ce passage où il y a un mec qui chante et qui souffre et qui arrive pas à séduire sa douce et sa dulcinée. Et c'est ça les émotions de la musique. Je te ferai écouter ce Reels. Il est vraiment très sympa. Les amis, on enchaîne. Alors peut-être que tu le sais pas, mais là on n'enchaîne pas sur la 3e montre. D'abord, on a le 60 secondes chrono. Alors 60 secondes chrono avec Laurent Picciotto, il faut quand même sortir des questions qui tiennent la route. Tu vois, je vais pas te demander si tu préfères les bracelets acier ou rubber. Tu vois, faut essayer d'aller un petit peu plus loin. Et là, j'ai fait un truc un peu philosophique. Alors attention, c'est parti. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? C'est global. Je peux pas dire je regarde quelque chose en particulier. C'est un ensemble. C'est un ensemble, ouais. Ouais. Ta complication préférée? J'ai envie de dire celle qui n'existe pas, c'est-à-dire on est toujours en quête de la même façon qu'on est toujours en quête de la prochaine montre. J'attends la prochaine complication inédite. Que ce soit justement pas ni un tourbillon ni alors après ça peut être des améliorations et des innovations fortes, mais donc j'ai pas de complications spécifiques. T'es plus Jeff Beck ou Jimmy Page? Je pense que là aussi il faut les deux. Ah ouais, mais là, il faut choisir. Ouais, il faut choisir parce que alors après, si je suis sincère encore une fois, je pense que écouter du Jeff Beck toute la journée, c'est pas si simple. Je veux dire, faut être dans le mood. Donc ça sonne pas. Déjà. Donc je trouve plus commode Led Zepp avec Jimmy Page. Si tu devais te réincarner en montre, ce serait laquelle? Je peux avoir un joker. Le joker, qu'est-ce que tu regardes en premier dans une guitare? Pareil, c'est déjà parce que dans les guitares, moi ce qui m'intéresse c'est le son. Mais c'est comme les montres. Demain, tu fais la montre la plus technique, la plus compliquée du monde et puis elle est moche. T'as pas forcément envie d'aller plus loin. Bon, pour les guitares, c'est un peu la même histoire. Il y a d'abord l'esthétique de la guitare qui va t'attirer. Après, si en plus elle sonne merveilleusement bien, c'est bon. Mais c'est d'abord le premier jet du dessin, quoi. Ta première montre, si tu recommençais tout à zéro. Ma première montre, c'était une mini-lip pour apprendre à lire l'heure. Donc si tu reprends tout à zéro, tu repars sur l'IP?
Ah bah oui, parce que j'ai appris à lire l'heure facilement du coup, parce que tu avais marqué moins le quart, moins 10, moins Magnifique, 5. magnifique. Ouais. Quand tu joues de la guitare, tu portes une montre? Oui, ouais, ça me dérange pas. Une en particulier ou Non. Non? Non, c'est celle, enfin, c'est si ça m'arrive de jouer, je vais jouer, mais avec la montre que j'ai mis ce jour-là, quoi. Une parmi d'autres, si on a plusieurs, que tu regrettes d'avoir vendu. Bon, tu sais que j'ai vendu toutes mes montres à une époque. Pour faire un reset et recommencer à zéro. Pour ça que je te pose la question. Pendant la vente, j'ai failli lever la main. Ce qui aurait été un peu bizarre que je rachète une de mes propres montres pendant la vente aux enchères. Et c'était une MBNF Legacy Machine, qui était la LM1, donc 2 fuseaux, réserve de marche en 3 dimensions. Parce que en fait, par la suite, quand je me suis retrouvé un peu tout nu, sans montre, même si j'en avais gardé quelques-unes, les plus récentes ou les plus anciennes, et puis que j'ai finalement, évidemment, suite à la vente, qui par ailleurs s'était bien passée, donc commencé à racheter encore plus de montres qu'avant. Mais bon, la pathologie, c'est comme ça. On a tous des problèmes, hein. Il y avait quand même cette montre-là que je cherchais de temps en temps pour la mettre. Et il fallait que j'arrive à me résoudre que non, je l'avais vendue et c'est probablement celle-là que j'ai regretté. Après, c'est toujours pareil quand on est amateur, collectionneur, accumulateur comme on voudra. À la fin, faudrait tout garder. Il y a toujours des trucs on dit mais ce qui est pas vrai parce qu'il y a des trucs à un moment on les met plus, voire on les aime plus. Est-ce que t'es prêt pour une petite dernière? Ouais. J'étais facile. La dernière. Celle que tu aurais envie d'emmener pour l'éternité dans l'au-delà. Tu sais ce que disaient des proches déjà, hein? Non, mais tu vas me le dire. Lui, il raisonnait sur des montres à quartz, mais il disait, dans un cimetière, il disait, toutes ces personnes qui sont là, dans une bonne partie, est encore avec la montre qui fonctionne. On a intérêt avec leur montre à quartz. Donc pour l'éternité, tu sais quoi? Je pense que pour l'éternité, on n'a pas besoin de montre. À vrai dire. On a le temps. Exactement. Vous l'avez vu, les amis, on aurait pu mettre Stairway to Heaven avec un solo de guitare interminable. Mais tu parlais de montre Tutor aussi tout à l'heure. Oui, bah, ça, c'était une question souvent aussi. je pose la question, est-ce que tu te vois avec une montre Tutor, mais j'ai l'impression de te voir souvent avec une montre Tutor. Non, pas du tout. En fait, j'ai jamais acheté une montre or sur or. Et puis, quand on a fait l'édition de la montre dont on parlera à la fin, qui était une Bulgari tout or, mais micro-billet, extrêmement mat, et avec des dessins dessus inspirés de tatouages, là, je me suis dit, c'est facile, parce que ce n'est plus tout à fait une montre tout or dans le sens auquel je l'aperçois. J'ai pas une accroche optique forte parce qu'il n'y a pas de brillance, elle est toute mate, et donc l'Octo Tattoo, qui est une de nos séries limitées en collaboration avec Bulgari, c'est la première montre tout or que j'ai. On va enchaîner sur celle-ci puisque c'est une parfaite transition. On va intervertir les montres, c'est pas grave. Okay. Donc là, on a la Octo Finissimo Tattoo. Ouais. Et celle-ci, donc ça, c'est la chose... Foco. Puisqu'en fait, on a fait une première édition en titane à 10 exemplaires, qui était en fait l'Aria et qui était plutôt avec des dessins, on va dire, cosmiques, de ciel étoilé. Ouais. Ensuite, on a fait une deuxième pièce en titane à 30 exemplaires qui était sur le thème de l'eau. Donc, elle s'appelait l'Aqua. Donc pareil, un dessin fait par Moco Poletta sur ce thème-là. Et puis dans les discussions, puisqu'on était parti pour faire trois différentes séries, Mo arrive et il dit il faut faire en or. Il dit l'été bronzé. Et à un moment, ça s'impose. Je dis, okay. Et puis, j'étais un peu sceptique, je dois dire, parce que justement, moi, je disais, or sur or, c'est déjà une autre histoire. Et puis, tu vois. Oui, c'est celle que tu portes. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, attends. Juste qu'on comprenne. Moco Poletta, c'est
Un tatoueur. Un tatoueur qui est plus qu'un tatoueur à mes yeux, même si c'est déjà très bien d'être un tatoueur, mais qui est un artiste. Qui est un designer, qui a fait plein de choses dans d'autres domaines que le tatouage. Oui, et puis qui peint, qui dessine de façon vraiment fabuleuse. Qui avait le mérite quand on a commencé les discussions avec Bulgari pour faire cette histoire, parce qu'en fait, la genèse de ça, c'est que l'Octo, c'est une montre ultra angulaire. Il y a plus de 129 angles sur la montre, à part la lunette, il y a pas de courbe, hein. Et on est sur le stand, c'est encore la foire de Bâle à l'époque. On discute avec Jean-Christophe Babin, donc CEO de Bulgari. Et puis je vois arriver un Italien qui est ambassadeur Bulgari, donc un playboy, un jeune mec, bonne gueule, avec des tatouages partout, et une Octo chrono, je crois, à l'époque. Et je dis à Jean-Christophe, regarde, ce serait intéressant que le tatouage continue sur la montre. Il me dit, je veux dire, sur le cadran? Je dis non, sur toute la montre, le bracelet, la boîte et tout. Il appelle Fabrizio Buonamassa à l'époque, donc qui est à la tête du design de Bulgari, et il dit, bon, vous avez du boulot. Et il nous met dans un coin du stand. Et il dit, bon, champagne, whisky, vous leur donnez ce qu'ils veulent, etc. Je dis, 9h du mat, mec, calmez doucement. Et ça part comme ça. Et quand je dis finalement, parce que cette montre, l'Octo, quelle que soit la référence ou le modèle, souvent, on l'appelle la seconde peau. Seconde peau, tatouage, oui, fini. Et donc, quand Fabrizio me dit mais bon ok mais il dit avec qui on raisonne sur ce dessin de tatouage pour qu'on soit quand même dans les codes d'une approche de tatoueur, et je lui dis mon Copoletta, il est italien. Tu connaissais déjà? Ouais. Il adore les montres. Je le voyais fréquemment aux différentes foires horlogères parce que il avait fait déjà des trucs avec différentes maisons, mais pas, si tu veux, quelque chose où il allait exprimer son art de façon globale sur une montre, que ce soit le cadran, le bracelet, la boîte, etc. Et puis voilà, on s'est parti vraiment comme ça. Alors au début, on a perdu du temps parce que Bulgari disait ouais, on va faire une gravure. Je dis non, tatouage, c'est pas une gravure. Le laser se prête mieux à reproduire le dessin que va faire Copoletta sur le bras ou l'épaule de quelqu'un. Ouais, sur cette série limitée. C'est une série limitée Bulgari fait avec Mo Copoletta pour la partie artistique et Chronopassion. Donc c'est un produit qu'on ne peut pas trouver ailleurs que chez toi. Oui, bien sûr. Ok. Ça c'est un truc que tu fais souvent, genre de choses, ou pas si souvent. On fait assez souvent. Les marques veulent pas ou sont timides ou. Alors tu sais, nous on a une position un peu. On est des marginaux dans ce métier, d'abord parce qu'on travaille principalement avec des indépendants. Que depuis toujours, on a toujours fait des séries limitées, des séries spéciales, exclusives pour Chronopassion, même sur des marques institutionnelles de grand volume. Hein. Je veux dire, à l'époque Panerai, qu'on fait plus depuis longtemps, mais on avait fait 2 éditions spéciales qui étaient des submersibles gauchers, où il y avait 100 mètres de queue et où on vendait 100 montres en 30 ou 35 heures. Bon, on a fait beaucoup de pièces uniques. On continue d'en faire, on continue de faire des séries spéciales. Donc tout ça, c'est des questions aussi de rapport qu'on peut avoir avec les maisons avec lesquelles on travaille. Parce que moi, j'ai un rapport produit qui est, je dirais, naturel. On vient de rentrer Space One. Bon, Space One, quand je les rencontre il y a 1 an et quelques, je regarde la montre, je dis c'est super, vous avez fait quelque chose de compliqué sur la base d'un mouvement avec un réglage qui est pas trop compliqué. J'ai rien à dire sur les finitions, tout est super. En revanche, le seul truc où je pourrais vous demander qu'on fasse une customisation pour nous, si vous en êtes d'accord, bien sûr, ce serait, dans la mesure où c'est un tellurium, on va avoir le soleil au centre, la Terre en périphérie et la Lune qui tourne autour de la Terre. Les 3 astres, dans la collection classique de ce que propose Space One, les 3 astres sont argentés. Je dis juste par pédagogie instinctive, si on peut faire le soleil jaune et la terre bleue, moi je suis cool. Ah ok, il faut qu'on fasse un PVD bleu, qu'on voit si on fait le soleil en laiton ou quoi. On fait ça. On a reçu vendredi, c'est il y a 2 jours, 3 jours. On a reçu vendredi. On a lancé un batch de 25 pièces.
qui est exclusif Chronopassion. Ouais. Donc avec cette différence qui va intéresser certaines personnes et d'autres qui disent moi ça me va d'avoir les 3 as. Mais on a déjà beaucoup de demandes et en réalité on a demandé aussi d'avoir 2 bracelets dessus, d'avoir le bracelet technique qui propose, mais également un caoutchouc avec une boucle déployante. Et donc ça c'est un modèle exclusif. Combien ça coûte un Tellurium Space One? Alors celui-ci il coûte 4 500 €, donc il est pas loin d'être à peu près 1 000 € de plus que la version classique qu'ils avaient réalisée. Mais bon, évidemment, les Space One doit faire ces deux astres, un montage différent, etc. Non mais je te pose la question. Mais c'est un prix extrêmement abordable pour une complication avec Olivier Gamiette qui a dessiné, qui fait des trucs très très barrés, etc. Et je suis très content d'ailleurs que ce dessin-là se fasse partie aussi de quelque chose qui sort de son esprit. Alors pour la petite histoire, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais tu le sais pas, mais il y a très très longtemps, je l'ai contacté, je lui ai dit tiens, tu veux pas venir sur la chaîne? C'est quelqu'un d'assez timide qui voulait pas s'exprimer, mais j'avais acheté son bouquin, son bouquin où les dessins, voilà. Et là, on dit waouh. Puis s'il a toute l'équipe, Guillaume Lédet, Théo Frey, je les salue à l'occasion, salut les gars, ils viennent. Mais si je te pose la question du prix, c'est que là, bien évidemment, c'est une somme, 4 500 €. Hein. Oui, bien sûr. Il y a plein de gens qui peuvent pas le faire, mais ça dit aussi ça simplement que chez Chronopassion à Paris, il y a pas que des montres ultra haut de gamme où en fait il y a quand même que des happy few qui peuvent se les payer, parce que toi ton sujet c'est qu'est-ce qu'elle dit la montre, c'est quoi le délire, c'est quoi l'idée, qu'est-ce que ça vient amener à la cause. Voilà. Ok. Le prix. Bon, alors il se trouve que souvent ce qu'on aime est cher. Bon, maintenant j'ai aussi beaucoup de clients, ils n'ont pas forcément envie de dépenser 100 000 € pour me dire bonjour, et je comprends. Bon, donc j'ai besoin aussi, quand ça se présente, quand ça existe, parce que c'est pas toujours le cas, mais quand Gaga Laboratorio présente sa montre, on est en dessous de 5 000 €. Quand Space One arrive, on est en dessous de 5 000 €. Quand Amida, on reprend la route de rééditer les Amida du passé, on est aussi même en dessous de 4 000 €. Bon, donc à un moment donné, beaucoup de monde a toujours demandé le Chronopassion, ils font que des trucs à pas de prix. C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire on a aussi, je veux dire, c'est clair. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de Amida, ça amène quelque chose. Space One, ça amène, à mes yeux, ça amène quelque chose au sujet. Et demain, Janos, monde de plongée grec, tu en avais parlé sur la chaîne. Le jour où j'achète ça sur Instagram, je contacte le gars, Jacob en l'occurrence, qui me dit c'est bien toi de Chronopassion qui a acheté cette montre. Je lui dis non seulement j'ai acheté, mais je l'ai pas quitté de l'été. C'est formidable. Et je lui dis non, il me dit si tu veux on fait une pièce ensemble. Alors j'ai dit écoute, on va pas chercher midi à 14h, mais si on raisonne esprit instrument, vraiment le tool de plongée, on va faire un cadran gris parce qu'il va bien avec une énorme lunette micro-billet, etc. On part là-dessus. Bon, on a eu un succès. Là, tu l'as tout vendu. Ah bah oui, bien sûr. Et quand est-ce qu'ils reviennent les Janos? Je l'attends. J'ai des prototypes que je te montrerai. Il y a un petit peu de off quand même. Mais je sais pas ce qu'il faut, parce qu'en ce moment maintenant il veut faire une montre en or. Alors why not? Mais elle a rien à voir avec la montre de plongée. Oui, mais regarde, une montre en or qui a passé, il est grec, hein, le fondateur de ça. Mais là c'est pas une montre de plongée. Là il est en train de me faire une Marie-Antoinette, tu vois, un truc. Maintenant dans le même temps. Il a dealé, signé avec la marine grecque. Donc il va y avoir on va suivre ça. Tu le sais pas, moi je le sais. Bientôt le retour de Cédric sur la chaîne t'as pris justement cette Janos et une Bulgari Octo il y a quelques temps. T'écoutes du rock italien un peu? T'en as écouté? Un groupe en tête là à me donner ou pas? Non. Tu sais comment j'ai réussi à discuter avec Mo Coppolita, que je connaissais pas. Je connaissais même pas Laurent lorsqu'on s'est croisés.
je le trouvais rock'n'roll et tout ça, et je l'ai branché sur le rock italien, et je lui ai parlé de Litfiba. Je sais pas si tu te souviens de ce groupe-là. Il me dit, ah, mais Litfiba, ça fait longtemps qu'on m'a pas parlé de ça, à moitié en anglais, en italien et en français. Là, je sors mon Spotify et on s'écoute du rock, etc. Puis après, on a discuté tranquillement. La musique, c'est comme les montres. Ça, c'est une façon d'échanger, de partager, de s'amuser et de rêver. Donc là, on avait en boucle, les amis, qu'est-ce qu'on avait? On avait les Stones, Can't You Hear Me Knocking, une chanson en 2 parties, quasiment, avec une ambiance quasiment salsa, exotique et groovy. Quand tu jouais de la guitare, quand tu en joues, tu fais des covers, tu fais quoi? Non, pas de cover. Pas de cover. T'as jamais pu faire la Star Academy, quoi? Non. Moi je fais non, si tu veux, avec les potes avec qui on joue, souvent l'été d'ailleurs. En réalité, on improvise la plupart du temps. On fait des choses, on part là où ça nous mène. On part sur 2 accords, voire plus, et puis d'un seul coup. C'est assez jazzy comme approche, ça. Ouais, mais ça peut être rock'n'roll aussi. Il y a quelqu'un qui chante? Non. Ah non, mais vous faites du Jeff Beck. Loin de là. Alors je vais te dire, loin de là, parce que nous on est capable, si tu veux, dans une soirée, vraiment de pouvoir faire fuir absolument tout le monde. On parlait de groove un peu là, quand même. Le 4e combo qu'on a, là, c'est avec un Américain, Josey James, Lovely Day. Vachement funk, on a l'impression qu'il y a autant de guitare que de rythmique à la basse, etc. Et t'associes ça avec une Moser. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Moser, on dit H Moser & Co. Comment on dit? On dit comme on veut, comme d'hab. Ouais, bah bien sûr. Je dirais une Moser. Toi, tu dis une Moser? Et je trouve que ça va bien avec une Moser. Ouais. Parce que Moser, c'est aussi, j'ai envie de dire. Il y a de l'humour chez la famille Mélan, Oui. D'abord. On se prend la tête, mais on se prend pas la tête dans le mauvais sens. Et puis cette pièce-là, c'est une pièce dite concept. Qu'est-ce que c'est les pièces concept? Un jour, Édouard Mélan, il y a déjà pas mal d'années, me dit écoute, on a fait des cadrans sans rien. Juste avec le cadran fumé, et la marque, elle y est pas. Elle y est pas ou on la voit pas? Alors sur celle-ci, si tu prends ta loupe, parce que tout à l'heure j'ai vu que quand tu prenais des photos, tu disais on va révéler, etc. Il y a rien à révéler, il y a pas de marque. Ouais. En tout cas sur le cadran. Ouais. Et il me dit mais on sait pas trop. Qu'est-ce que t'en penses? Et il m'avait fait un plateau avec, c'était encore la foire de Bâle à l'époque, il m'avait fait un plateau avec 5-6 couleurs de cadrans différents. Sauf qu'à l'époque, c'est des protos fonctionnels, mais au bout de course, c'est que des pièces uniques sur le plateau. J'en pense déjà que je vais acheter le plateau. En tout cas, ce qu'il y a dessus. Parce que ça me plaît beaucoup, pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans un monde où on est brandé de partout, que les mecs ils sont avec le t-shirt avec la marque, la casquette, voire le pantalon, les shoes, enfin bon. Je dis moi, si c'était moi, on ne marquerait jamais la marque sur un cadran. D'abord parce que ça prend beaucoup de place si on raisonne en proportion. Que il y a beaucoup de montres où j'ai pas besoin qu'on me dise que c'est un tel ou un tel, je le sais, ça se voit. C'est souvent, je veux dire, une Daniel Rhodes, j'ai pas besoin que, tu vois. Mais à plus forte raison sur plein de modèles qui peuvent venir en tête de partout. En l'occurrence sur Moser, à l'époque où il me dit ça, ils sont encore en progression pour ne plus avoir à expliquer qui ils sont. Ouais. Donc il dit, bah, mais tu vois, c'est un peu, je dis, ouais, mais ça va bien. Ça va bien parce que là, on va rentrer dans un gimmick qui me plaît bien aussi. C'est que, au poignet, il va y avoir les types qui sont ultra connectés sur l'horlogerie et qui sont en perpétuelle recherche et qui achètent
voire qui achètent beaucoup, ou qui achètent pas, mais qui sont juste au courant de tout ce qui se passe, parce qu'ils sont connectés tout le temps. Et donc, on va se retrouver dans une position où quand quelqu'un portera cette montre, si quelqu'un lui demande ce que c'est, bah, éventuellement, il peut ne pas lui parler, ou il peut lui expliquer, au choix, ça dépend aussi de son humeur. Et puis, il y a ceux qui sauront, à qui il y aura pas d'embrouille de ce côté-là. Et je dis, moi, ça me plaît beaucoup. Ce côté, je dirais, second degré, où j'affiche pas la couleur, même si la couleur, elle est souvent forte, mais je n'affiche pas la couleur de la marque. Ça me plaît beaucoup. Et à l'époque d'ailleurs, on dit, mais là elle est sur Alligator, mais à l'époque, je lui dis d'ailleurs, ce serait même cool qu'elle soit sur un bracelet en nubuck, qui va se flinguer très vite, où on va avoir donc une montre quand même assez classique, mais contemporaine de par le traitement fumé de son cadran, et à plus forte raison de par la couleur éventuelle, puisqu'on avait fait du rouge, on avait fait du gris, on avait fait un peu de tout. Toutes les montres se sont vendues en quelques jours. Alors, l'unicité a renforcé l'attrait pour cette montre-là. Mais aujourd'hui, c'est devenu ça fait partie intégrante de la maison Moser de faire des pièces concept, parce qu'il y a un grand nombre de clients qui est très réceptif à avoir la beauté de ses cadrans fumés, de ses couleurs, de l'absence d'index, de marque. Et puis, à la fin, on sait que c'est une Moser parce que, en fait, le gros travail de Moser, ça a été finalement de s'imposer par une boîte traditionnelle, mais qui soit quand même contemporaine. Et qui soit finalement reconnaissable par les amateurs. C'est ce que je voyais tout à l'heure sur la carrure. De face, c'est un truc ultra classique. Assez classique en tout cas. Et puis là, le traitement là sur la carrure est complètement différent, ne serait-ce que sur les formes et sur la finition. Mais est-ce à dire que pour toi, la caractéristique visible le plus loin d'une Moser, c'est justement ces cadrans-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils sont allés là-dessus? Parce que la famille Meylan, donc Édouard Meylan qui dirige la marque aujourd'hui, c'est une marque qui est plus ancienne, qui a été reprise. Quelle a été, ou si tu le sais un peu pour nous aider à comprendre, qu'est-ce qui fait qu'ils sont arrivés sur cette logique d'aller sur des cadrans qui, comme ça, on pourrait se dire bon c'est un cadran ensoleillé, ouais, mais bon, un cadran ensoleillé vraiment ensoleillé et là on voit bien la quantité de lumière qu'il y a, voilà, et fumée. Comment est venue cette idée-là? L'histoire, c'est que en fait, comme dans la musique, tu vois le rapport, c'est qu'est-ce qui fait que tu arrives à un riff de guitare, etc. C'est parce que t'as une façon de jouer et un style qui fait qu'on te reconnaît. C'est un peu la même logique dans les montres. C'est un peu ça le parallèle. L'histoire sur Moser, c'est un peu quelqu'un qui aurait fabriqué des instruments de musique mais qui savait pas jouer. Alors ça veut rien dire, parce que je sais plus lequel des deux, mais non, si, c'est Leo Fender. En opposition à Les Paul pour Gibson, qui lui savait jouer de la guitare et très bien. Leo Fender, il savait pas jouer de guitare, mais il a fait une marque qui est encore là 75 ou 80 ans plus tard. Ok. Moser, en fait, le nom existe, c'est un nom du passé. Et il y a quelqu'un qui s'intéresse à cette marque à l'époque, qui achète le nom. Je ne sais même pas s'il y avait quelques archives à l'époque. Toujours est-il, il monte une unité de fabrication. Et ça le passionne. Le type, il est plutôt technicien et plutôt bon. Il a l'hôtel des Trois Rois, par ailleurs, à Bâle. Pardon. Et il se lance dans cette aventure. Et il monte un outil fabuleux, parce qu'ils vont jusqu'à fabriquer le spiral de leur calibre. Et ils deviennent d'ailleurs sous-traitants pour vendre du spiral à droite à gauche. Maintenant, quand je disais il pourrait fabriquer des guitares mais il sait pas en jouer, c'est que quand il a fait les premières collections, on peut pas dire que c'était super abouti. Et finalement, il se perd sur là où il est moins compétent. Le design, la communication, le marketing, etc. Et donc, il s'essouffle parce qu'il a passé quand même quelques années avec des investissements très importants pour monter la manufacture Moser.
et avec un peu de peine pour vendre les modèles de montres. Et la famille Mélan arrive, dit c'est à vendre. Il y a peut-être un truc intéressant parce que l'outil est très noble. Et donc Édouard qui est tout jeune à l'époque, hein, je me souviens plus quel âge il avait, mais enfin il devait avoir 35 ans. Il fait tout jeune encore. Hein, et puis il fait toujours tout jeune de toute façon. Le mec il a pas bougé. Son père avait été donc à la direction générale d'Audemars Piguet pendant bien des années, hein, puisque moi quand j'ai commencé, il était déjà co-directeur général de Audemars Piguet dans les années à la fin des années 80. Et je rencontre Édouard et que je trouve super relax, avec une vision assez riche de ce qu'il veut faire. Même s'il y a aussi des zones neutres de doute et de dire est-ce que l'exemple que je te sortais quoi, est-ce qu'on fait ça ou pas. Beaucoup d'humour et il l'a prouvé par la suite, c'est-à-dire on va dire qu'ils ont mis une dizaine d'années à vraiment qu'on n'ait plus besoin de leur demander leur carte de visite et de savoir qui est H. Moser et compagnie. Et ils ont fait preuve d'une audace, justement d'une audace toujours un peu souriante. Et c'est pour ça que le morceau, je le trouve très gai. C'est vraiment le truc où tu vas mettre ce morceau le matin et il fait beau et la journée elle va être sympa. Moser, c'est ça. Et je trouve beaucoup avec ce type de modèle. Et cette audace, on l'a vu beaucoup en communication parce qu'ils ont pas du tout hésité à être disruptifs, à faire des tas de coups qui parfois d'ailleurs leur ont apporté quelques ennuis, mais que ce soit avec la Suisse Alpes, en comparaison avec la Apple. Tu l'as eu celle-là? Oui, bien sûr. Ouais, mais ça s'est vendu très très vite. Ça c'est vraiment le pour moi l'illustration. Gros clin d'œil. Ouais. Gros gag. Ouais. Et puis de l'autre côté, une fois qu'ils ont eu, je dirais entre guillemets, leur place, qui se soit imposée dans le paysage des indépendants, avec une fabrication totalement intégrée. À un moment, ils ont dit on est quand même sur des montres rondes, plutôt classiques, mais quand même contemporaines. Elles ont ce touch qui c'est pas la montre de mon grand-père, même si c'est une 3 aiguilles. Mais elles ont donc ces couleurs, ces cadrans, ce boîtier, etc. Un quantième perpétuel évolué par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, puisque là aussi tu peux aller en avant, en arrière par ton guichet de date, donc simplification importante et intéressante. Ils ont fait les choses ensemble, Moser et MBNF. Et ils ont fait une série limitée. Ils ont fait 2 séries limitées. Ils ont fait MBNF interprété par Moser et Moser interprété par l'autre. Donc oui, et le résultat était extraordinaire. Il y avait un tourbillon d'un côté et de l'autre côté ce qu'on appelle une LM101, c'est-à-dire échappement en haut, quoique sur le tourbillon aussi d'ailleurs. Et l'heure minute, la réserve sans indication avec un bleu fumé dans l'ambiance Moser, pièce que j'ai rachetée moi après l'avoir vendue à l'époque, mais je l'ai rachetée en vente aux enchères 3 fois et demi le prix de ce qu'on la vendait à l'époque. Mais il y en avait que 15 par couleur et puis à un moment ça aurait pu être celle-là. J'avais pas voulu prendre une pièce qu'on allait vendre à des clients parce que je suis pas là pour ça. Et puis j'en ai acheté une en vente aux enchères, mais c'était violent. Donc il y en a plus d'une que t'as recruté, que t'as regretté d'avoir vendu, hein, manifestement. Ah non, mais là on parle de l'activité de chronotation. Ah pardon, ok. Tu as racheté. Ah oui, je l'ai racheté. Je pensais que tu voulais racheter. Qu'il avait acheté ailleurs d'ailleurs. Okay. Non, je voulais pas. Notre stock il est là pour qu'on le vende aux clients, pas pour que Laurent fasse une collection pléthorique. Sinon, à ce moment-là, je viens le matin, je choisis une montre, je rentre le soir, mais je n'ai pas d'activité. Mais ça comme business model, c'est plus compliqué, quoi. C'est moyen. Ça peut être cool. Tu parlais de ce classicisme dans le boîtier, mais puis avec ce gros travail, ce côté décalé, ils se sont attaqués quand même à un truc pas simple. Non. Ils ont osé sortir une montre à bracelet intégré, une Streamliner. Et ça, c'est une audace. Qui est quand même et ça, c'est une façon de se planter grave, et ils ont vraiment réussi, me semble-t-il. C'est une audace phénoménale. Alors c'est toujours plus facile après. Si tu veux, beaucoup de gens disent Streamliner, pas de problème. Pas de problème. Quand on voit les collections à l'époque avant Streamliner
Et puis d'un seul coup, ils arrivent en disant voilà, on a ce modèle bracelet intégré qu'on va sortir en chronographe, ensuite en perpétuel, et puis également en 3 aiguilles avec des cadrans concept, mais une légère signature secrète, etc. Que ce soit en couleur sable ou en bleu émail ou que ce soit en vert, etc. Je suis convaincu, on va pas parler parce que j'ai pas le souvenir précis de l'ambiance de ce moment-là, mais grosso modo, c'était ultra courageux par rapport à une gamme et puis que la Streamliner elle a un mix de plein de choses. Elle est d'un côté 70s, mais c'est quand même une montre sérieuse. Elle peut être sport, mais elle est en fait réellement polyvalente. Hein. Je peux me retrouver dans un dîner en ville avec une Center Second Streamliner, mais je peux aussi aller à la plage. Bravo. Je veux dire, mais ça c'est une audace, et c'est une audace qui participe, je trouve, je sais pas comment dire ça, mais de la même façon que cette musique, elle est joyeuse, c'est très bien joué, c'est instrumental avec des gars qui savent jouer, c'est un peu la même chose. Ils sont là, c'est des bosseurs, hein. Ils y vont, ils font pas semblant, le résultat il est sérieux, mais il est gai, il est joyeux, il est toujours donc voilà, c'est pour moi c'est très optimiste la marque Moser. Même si à certains moments on peut dire ah ouais mais ils ont fait du vente à blague, c'est austère, etc. Oui, ok, mais ils ont une palette comme ça qui est quand même toujours un peu inattendue. Ils sont capables de s'amuser. Ouais, et la couleur est omniprésente quand même. Bien sûr. La couleur, c'est quand même la joie de vivre, c'est quand même la diversité, etc. Ils ont réussi un truc, qu'est-ce que tu en penses sur la Streamliner, qui est, ok, bracelet intégré, on pense à la forme, on pense à Royal Oak, la Nautilus, etc. Mais en fait, le vrai enjeu, c'est de réussir à sortir un bracelet qu'on n'a pas déjà vu. Et là, pour le coup, ce bracelet-là est quand même très très réussi. Bon, il y a peut-être, on l'a peut-être vu un petit peu, etc. Mais réussir à faire l'ensemble où on se dit bon, ok, très clairement, voilà, cet ensemble. Et tout à l'heure, quand je te disais qu'est-ce que tu regardes dans une montre, s'il y a bien une montre où on se dit l'ensemble est cohérent, c'est ça. Non, surtout que c'est un exercice de style le bracelet intégré, parce que c'est la théorie de Gérald Janta, hein, je veux dire, grosso modo. J'ai vu des tas de gens depuis longtemps, parce que j'ai quand même commencé avec Gérald Janta, donc je suis très imbibé de tout ça parce que ça fait partie de mes mentors. Moi, j'ai vu des types arriver certaines années dans un salon en te faisant la théorie du morphing à la Janta, en disant voilà, notre montre elle était sur cuir ou sur caoutchouc, ceci, cela, machin, et puis elle se transforme. Et on intègre le bracelet dans une idée théorique d'approche Janta, et voilà le résultat. Et parfois, pour des raisons d'ailleurs difficiles à analyser, mais tu regardes et tu fais « ouais bon, elle est devenue sur bracelet, elle n'a pas une identité, une personnalité. » C'est-à-dire, il suffit pas d'intégrer un bracelet pour que l'identité d'une pièce, tout métal ou tout or, fasse foi. Je veux dire, que ça devienne patent, que d'un seul coup on sente que voilà, c'est une référence avec des fondamentaux, qu'elle va durer, qu'il y a ce côté polyvalent au même titre que celle que tu citais. Donc sur Streamliner, ils ont réussi ce coup-là et c'était loin d'être gagné, parce que les mêmes années où ils ont fait ça, il y a un certain nombre de marques que je vais pas citer qui ont fait des choses, mais on n'a pas eu d'émotion particulière, quoi. Si tu veux, le problème, parce que après il y a aussi justement parfois le dénuement d'humour et voire un peu d'arrogance de certaines maisons te disent là vous allez pleurer, hein. Là on va sortir quelque chose. Et là t'as déjà la question, tu dis on va pleurer de joie ou de tristesse, tellement ça va être lamentable. Ouais. Et ça arrive. Si on regarde le parcours de Moser, donc en fait avec ses changements de main, etc. On voit bien que l'horlogerie, c'est un peu comme la musique, hein. On peut, quand il y a du talent, il y a du travail, faire du neuf avec de l'ancien. Et puis les 4 modèles qu'on a vus jusqu'à présent,
pour des raisons diverses, ce sont soit des horlogers, soit des artisans, soit des familles qui sont devenus des marques. Et moi, je dis, on ne naît pas marque au sens du verbe naître. On n'est pas non plus une marque au sens être, on le devient. Et est-ce que Moser, là, avec ses différentes initiatives, en passant de cette joke vraiment sympa de fausse Apple Watch mécanique, hein, c'est la Alpine Watch, c'est la Swiss Watch, voilà, jusqu'à aujourd'hui avoir une signature reconnaissable. Ouais. Est-ce que ce qui fait pas la force d'une marque, et puis Led Zeppelin n'est pas devenu, ça c'est mon point de vue, le plus grand groupe de tous les temps, juste avec leur premier album. Ils sont devenus au bout de 4, 5, etc. Et ils ont pour eux ce que n'ont pas d'autres groupes, et c'est triste, mais c'est comme ça. Ils se sont séparés, ils ont arrêté. Et on devient mythique parce qu'on a arrêté. Les Beatles, ils ont arrêté. Les Led Zeppelin, ils ont arrêté. Les Doors, ils ont arrêté. Et les Stones, c'est tout aussi grand, mais finalement, leur point faible, c'est qu'ils sont toujours là. Tu vois? Et donc, ce parallèle avec le temps qui passe est quand même intéressant. Mais l'autre chose aussi, au travers de ce que tu dis, c'est que tout ça, c'est une question de personne. Ah ben oui. Je veux dire, là, on a Édouard Mélan et finalement toute son histoire personnelle. Il y a quand même l'artisanat historique de Bulgarie et puis Mokopoleta. Là, on a le génie. Fabrizio Bonamassa. Voilà. Oui. Je veux dire, parce que l'Octo, c'est un travail qui a démarré avant justement que Bulgarie soit repris par LVMH. Je crois en 2009, ils ont démarré ces histoires-là. Et quand les auditeurs d'LVMH sont venus, il y avait des lignes où l'audit financier, le gars, il arrive, il fait, c'est quoi? Il y a des millions sur des histoires de mouvements extra plats pour hommes. On parle de quoi? Donc, ils expliquent qu'ils ont le projet de, ça a failli passer à la trappe. Parce qu'évidemment, ils se comprennent pas forcément. Le type, il dit, ouais, moi, je vois beaucoup d'argent qui est sur un truc que je ne peux pas visualiser. On aurait pu passer à côté. Et le premier embêté, au-delà de nous, notre émotion, ça aurait été Bulgarie, parce que ça a été, si tu veux, personne n'attendait qu'un joaillier, même s'ils font des montres de femmes depuis longtemps et avec un grand succès justement autour de la Serpentine, soit capable de faire une montre iconique pour hommes. Ouais. Donc ça, c'est... Mais quand je dis ces histoires de personnes, c'est que... le premier gars sur Moser, il n'y arrive pas. Bon, il passe la main, il vend. Et puis derrière, on a une famille qui est dans le business depuis longtemps, mais qui est surtout avec ses additifs émotionnels, comme on les a tous quand on est concerné par cette industrie. Dans ce métier, je veux dire, c'est une question d'homme, parce que il y a des gens qui sont arrivés à réveiller des endormis, des belles endormies en termes de marque, et qui les ont amenés vraiment très très loin. Et de la même façon, il y a des gens qui sont arrivés, qui ont pris des places de direction, sans vision, sans énormément de qualité, qui ont été capables de foutre en l'air des marques. Et c'est pas une question d'argent. Il y a des gens qui ont mis des sommes mais colossales. Et où la marque aujourd'hui, elle est toujours peu connue, peu dynamique et fait pas énorme de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment des questions de bonhomme. Ouais, je veux dire, et puis que l'incarnation aussi d'une maison. Alors après, ça peut être la volonté ou pas d'avoir une incarnation sous la forme d'un individu ou de plusieurs d'ailleurs. Mais on revient à Jean-Claude Biver à grande époque, hein. Je veux dire, que ce soit Blancpain ou Hublot, le gars il arrive, il t'emmène dans son histoire. Et t'as envie d'en savoir plus, t'as envie d'acheter. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que si on prend Blancpain et Hublot avec Biver, c'est le génie d'un homme au service du produit. Oui. Et la performance du produit a élevé la marque. L'une des problématiques du marché quand même, et j'aurais envie de citer la première fois que je me suis retrouvé à Genève à un dîner informel, c'était pas prévu, etc. Je me retrouve à une table avec des horlogers. Mais des horlogers. Je crois que j'en avais jamais vu des horlogers qui font de l'horlogerie, pas l'horlogerie de quartier qui te fait des révisions, etc. Et eux me disent, non mais Xavier, au salon là,
c'est pas des horlogers, c'est des marques horlogères. Nous, on fait de l'horlogerie. Et c'était intéressant comme point de vue, et je crois que tout ce que tu fais depuis que tu as lancé Chronopassion, c'est justement sur ce sujet-là. C'est-à-dire que toi, tu as pris des gens il y a très longtemps qui sont devenus, notamment grâce à ta vision, ta prise de risque, qui sont en partie grâce à toi devenus des grandes marques. On a participé à la construction. Ouais, mais quand tu prends le risque. Après, c'est leur talent. Tu parles de Janos. On parle de Janos tout à l'heure. Qu'est-ce que deviendra Janos? On lui souhaite le plus grand des succès, puis à un moment. D'autant que pour lui, c'est un hobby. Le mec, il est avocat. Exactement. Mais, si tu veux, ça nous amène à la Urwerk. Ah oui, mais attends, quelle musique tu as mis sur la Urwerk? Les amis, on peut pas se finir cet épisode sans peut-être le morceau qui illustre le mieux le temps qui passe. On va voir s'il y a des spécialistes sur la chaîne, s'ils reconnaissent quand même ses débuts. Ça m'a pas étonné que tu mettes ça. Est-ce qu'on entend bien? Faut que j'avance un peu quand même. Hein. Ouais. Ah, regardez le sourire qu'il a. On a l'inévitable Time de Pink Floyd. J'étais sûr que tu allais mettre ça. Ouais. Si tu l'avais pas mis, je me serais dit non mais Laurent, tu veux pas qu'on mette ton album Dark Side of the Moon, il y a quand même que des tueries sur cet album. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? La magie, là, ça part dans tous les sens, on se retrouve dans les étoiles, on peut s'allonger et on rêve. Ouais. Et ça va bien avec ça. Ça va un petit peu avec Urwerk, ça. Hein. Bien sûr. Urwerk, je les connais depuis très longtemps, hein, parce que quand ils sont venus me voir à l'époque, ils avaient démarré juste quelques années avant, et ils se retrouvaient à un moment à dire on voudrait passer à la vitesse supérieure, on a des idées, on a des tas de projets, mais on n'a pas un euro pour les faire, quoi. Donc ils sont venus me voir et je leur ai dit écoutez moi je trouve ça vachement bien, les dessins que vous me montrez, j'ai envie que ça existe aussi, donc vous me dites qu'est-ce que vous voulez, mais je m'adapterai s'il vous faut des actionnaires, si vous voulez lancer une souscription, si vous voulez j'en sais rien, c'est à vous de me dire. Et bout de course, ils ont fait une souscription en disant en gros vous avez passé commande, puis vous payez maintenant, puis on verra quand on sera prêt, mais ce sera peut-être dans 2 ans. Donc ils sont venus me voir, ils ont été voir John Simonian à Los Angeles pour West Time. C'est toujours un peu les mêmes histoires, hein, c'est comme avec Max. Hein. Donc ils ont été voir quelques détaillants qui ont dit OK, nous aussi, on y croit, on a envie. On les a plus vus pendant 2 ans. Alors avec West Time, de temps en temps, quand on se croisait avec John, il me disait t'as des nouvelles? Je lui dis non, pas de nouvelles. Je dis bon. Non, mais je lui dis il faut le temps. Et puis ils sont arrivés donc un peu plus de 2 ans plus tard avec leur première série de pièces. Je sais plus combien il y en avait, 25 je crois, ou 2 fois 25, je sais plus. Mais ils sont arrivés, tu sais, d'un air de dire ça y est, c'est bon, ça y est, on a fait le boulot. Et je disais là, les mecs, non, si vous avez l'impression d'avoir déplacé des montagnes, elles sont petites par rapport à la suite, parce que c'est maintenant que ça va commencer. Vous êtes au camp de base numéro 1 de l'Everest à 4000, voilà. Et il en reste encore 4000. Et comment te dire que, en plus, Urwerk, comme nom de marque, ça va pas nous arranger la facilité de communication sur le truc. Ce que Félix a reconnu 20 ans plus tard en disant, ouais, c'est vrai que c'est pas plus simple. Ça ressonne un peu comme Kraftwerk. Sauf que, en règle générale, ce qui se passe, c'est que passer un moment quand l'objet s'inscrit de façon positive dans un marché, à un moment, le nom de la marque, qui peut être super compliqué, super naze, etc. Finalement, on s'en accommode. À la fin, c'est pas grave. C'est un peu plus dur au début. C'est mieux d'avoir un truc mieux foutu au départ, mais à la fin, quand les choses ont du succès, ça c'est pas une force aujourd'hui, leur nom, justement. Aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. C'est Urwerk, on le sait, tous les geeks d'indépendants, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il y a plein de noms, je veux dire, à la limite, tu les prends au départ. Je veux dire, tu dis vachement Constantin. C'est pas forcément le plus commode non plus, mais bon, on s'y est fait. C'est pas une marque en 2 syllabes, hein, donc c'est difficile, non. là. Hein.
Bon, après, c'est vrai que beaucoup de gens ont choisi leur nom, comme c'était le cas pour Vacheron et Constantin, mais bon. Toujours est-il que eux, quand ils sont arrivés, avec leur système satellitaire, c'était intéressant. Et c'était intéressant parce qu'ils traitaient l'habillage dans une ambiance un peu néo-rétro 70s de bande dessinée de science-fiction avec des super-héros, etc. Donc l'ambiance Urwerk, ça a toujours été ça. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc on démarre avec des séries avec les satellites, donc on a 3 disques avec 4 heures sur chaque disque qui vient se mettre en face d'un segment de minutes qui va de 0 à 60 et qui, pendant que 7 heures va se mettre en face, une fois que c'est fini, il y a le satellite suivant où l'heure est venue rejoindre la ligne de l'indication des minutes. Donc en réalité, je suis avec un affichage digital sur les satellites et analogique par rapport au repère qui vient se déplacer par rapport aux minutes. Et juste derrière, ils font une série opus avec Maximilien Musser. Et là, Félix Baumgartner, il arrive avec une montre où c'est plus des satellites, c'est plus des disques avec ces indications sur les disques. Là, c'est des cubes. J'ai 3 cubes avec 4 phases, donc 3 x 4, 12 heures, et qui viennent suivre le déplacement d'une aiguille qui est sur un rail des minutes jusqu'au moment où ce cube va se retourner, on va passer au suivant et c'est le 3e qui va prendre le relais de l'heure qui vient de s'écouler. Et là, je dis à Félix, je lui dis, bon, c'est fantastique d'avoir fait ça en opus Winston, en collab avec la marque, avec Max qui pilote tout ça. Mais c'est dommage parce que là t'as donné un peu quand même un truc qui est très important dans le développement technique de l'affichage de l'heure chez Urwerk. Et il me dit non mais t'inquiète, j'en ai encore sous le pied. Je lui dis c'est quoi? De quoi tu me parles? Et là il me dit non, sur la mienne qui existera après, le cube ne va pas suivre une aiguille des minutes qui est dans le segment minutes en dessous. L'aiguille, elle sortira du cube et elle aura différents... Elle sortira parce que je vais avoir 3 angles et elle va sortir, elle va se rétracter pour suivre la zone de 20 à 40 minutes et de 40 à 60. Elle va se raccourcir un peu, elle va re-rentrer dans le cube pour finir, pour passer au cube suivant. Waouh, t'es sûr, Félix, ça fonctionne, ça? Ouais, y a pas de problème. Bon. Et donc, c'est ça, Urwerk. Et pour la petite histoire, on a un collectionneur qui avait, une énorme collection. Qui a toujours, d'ailleurs, une énorme collection. Et qui avait principalement des marques institutionnelles, historiques, classiques. Mais beaucoup. Et un jour, ce monsieur est venu nous voir, il a découvert Urwerk, et il a aujourd'hui la plus grande collection de montres Urwerk qu'on connaît. Oui, non mais ouais. c'est celui qui a la plus grosse collection. Et il est devenu fou d'Urwerk en disant, alors là, il se passe autre chose. C'est-à-dire, ce que j'avais avant, c'était très bien, mais c'est pas la même émotion. Et la Scorpion est sortie il y a quelques mois. Elle a dit, je prends les 2 couleurs. Hein. Ça c'est obligé. Ah oui. Ouais. Donc ça c'est la caractéristique d'Urwerk. Si on faisait le parallèle avec donc quelque chose de très cybernétique, futuriste, etc. Urwerk, ils sont vraiment sur la question, me semble-t-il, de comment on regarde, on consomme, on lit l'heure différemment. Voilà. Différemment. Donc c'est plus c'est plus une ligne droite. Et avec presque aussi ce côté éternel, parce que j'ai quand même mes cubes ou mes satellites qui tournent toujours, etc. J'ai aussi des indications qui va nous dire, en 20 minutes, la rotation de la Terre a fait tant de kilomètres.
donc qui sont des données dont on n'a rien à faire, mais qui viennent renforcer la poésie, le côté 2001, l'Odyssée de l'espace. Quand on discute il y a 2 ans, par l'intermédiaire de Xavier Dietlin, qui est quand même devenu le maître des vitrines technologiques. Le brief avec Urwerk, c'est on aimerait faire un monolithe comme dans 2001. Oui. On voudrait faire quelque chose de spécial, etc. Puis ils accouchent donc d'une vitrine où tu mets 4 montres, qui a un bloc avec miroir qui fait 120 de là-haut, 2 mètres de haut, et quand tu le déclenches avec sa télécommande, t'as un son spatial où d'un seul coup dans la boutique tout le monde se demande ce qui va se passer. Les 2 blocs s'ouvrent et il y a de la fumée qui sort du monolithe. Et ça est clair que ça va bien avec l'esprit maison. Et moi, quand il me montre ce truc, je dis, moi, je le prends, ce truc. Ouais, ça coûte une blinde. Je dis, ouais, mais attends, ça participe à la mise en scène, à la magie de cette maison. On a même eu un client qui nous a dit, est-ce que je peux acheter le monolithe? Écoute, on va voir, on va se renseigner, mais pourquoi pas? Donc le monolithe pourrait quasiment être à la galerie MAD à côté. Oui, bien sûr. Parce que l'autre élément qui... sauf que bon, faut pas tout mélanger non plus. Je veux dire, MBNF, c'est Max qui choisit qu'est-ce qu'il fait dans ses labs. Je suis d'accord. Mais non, ce que je voulais dire par là, c'est que il y a une dimension... non, mais bien sûr. Qu'on est sur la façon de regarder, de décompter le temps, etc. Chez MBNF, il y a une dimension, je veux dire, de artistique et mécanique. Pas forcément d'objets qui donnent l'heure. Ouais, je suis pas d'accord. Non. Regarde le truc où tu mettais... non, mais attention. Je veux dire, chez MBNF, il faut distinguer 2 choses. Il y a les montres, où là, il y a cette dynamique horlogère, puriste. Il y a les collabs en termes de pendules. Et puis dans le passé, parce que maintenant je pense que ça s'arrêtera par rapport aux boîtes à musique, les collaborations qu'il a fait avec Ruge aussi à l'époque. Et puis il y a les objets qu'il a sélectionnés, donc toujours dans son esprit de galerie cinétique, où c'est pas forcément un truc qui va donner l'heure, mais il y a de la mécanique qui peut être mixée avec de l'électronique et qui va faire quelque chose, qui sont d'une certaine façon les objets qu'il a sélectionnés, qui participent à l'état d'esprit parce que pour revenir 2 minutes aussi à MBNF, c'est que le jour où on parle de faire, même pas le jour où on parle de faire d'ailleurs, le jour où il fait sa Mad Gallery à Genève, il aurait pu ouvrir une boutique de montres comme, j'ai envie de dire, il y en a déjà beaucoup, et sur le même principe. Je fais un mur de vitrine en bois, le seul truc qui va changer c'est le nom de ma marque, ou alors elles seront en métal, ou en béton, ou ce qu'on veut, et puis voilà. Bon. Max, dans son approche, il dit, non, qui m'attend, surtout avec les montres que je fais, pour avoir une boutique de plus à Genève, je vais faire une galerie. Et dans le mot galerie, il y a des artistes qui d'un seul coup sont choisis, et il va y avoir des objets à des prix humains ou inhumains selon. Et il va y avoir toute une étendue d'objets autour des montres. Et il dit finalement, c'était aussi un moyen de dire, vous rentrez dans mon univers, même si je suis pas à l'origine de la création de tout ce qui est dans cette galerie. Donc ça fait une grosse différence. Et puis le jour où, parce que à l'époque, il se, entre guillemets, mais il m'en voudra pas, parce que ça fait partie des discussions de sa réflexion pour rebondir par la suite. À l'époque, pour ce concept-là, au-delà de la sélection des objets et de ses propres montres, les vitrines, c'est des vitrines classiques. Ils mettent un coup de blanc partout. C'est blanc, c'est une galerie. Bon. Et à un moment, ils discutent avec Michael T à Singapour, où ils étaient en train de dire, mais pourquoi tu ouvrirais pas une Mad Gallery à Singapour, etc.
Bon, la politesse asiatique étant ce qu'elle est pendant 10 fois, à 10 fois la question posée, Michael dit non. Puis à la 11e fois, il lui dit, écoute, parce que c'est moche. Alors Max, il fait, comment ça c'est moche? Et non, il dit, si pour toi, peindre un lieu en blanc et le remplir d'objets, si fabuleux soit-il, ça te suffit pour te dire que c'est une galerie d'art, pas moi. Waouh. Donc là, il le prend un peu un peu en uppercut, Max. Mais comme Max, il passe sa vie à réfléchir, assez vite, il fait, mais il a raison. Il dit, finalement, pendant 20 ans, on n'a pas bossé le merchandising plus que ça. Enfin, on l'a fait quand on avait le temps, parce que finalement, on a mis toujours toute notre énergie pour faire des montres, pour le faire savoir, etc. Et puis le reste, on verra plus tard. Tu sais, t'as des mecs qui commencent leur boîte en choisissant la moquette, c'est pas la même histoire. Donc, 17 ans plus tard, il dit, bah ouais, il a raison, on va se préoccuper du merchandising, mais vraiment ce coup-ci. Donc il trouve une agence de design, il leur donne le brief et leur dit, voilà, moi je veux pas de vitrine. Je veux pas, et c'est vrai, moi j'ai fait une boutique, j'ai fait 2 boutiques de marque à la suite entre 88 et 2015. En gros, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le mur de bois, les vitrines, c'est pas les mêmes montres parce que au-dessus il y a marqué une autre marque. Quand on discute avec Max, il me montre des images du merchandising auquel ils ont accouché. Il dit, moi les meubles, j'aimerais les avoir chez moi. Les vitrines, je veux pas de vitrines au sens bloc, corner, etc. Je veux des pods électroniques qu'on peut ouvrir comme ça, mais ça demande un travail artisanal pour souffler le verre comme ça et d'avoir quand même une ouverture avec un biseau, donc ils en ont pété je sais pas combien. Je veux tel canapé, je veux tel siège, je veux tel bureau de vente que j'aimerais avoir comme bureau de vente chez moi. Je veux du béton, je veux du corian, je veux des éclairages comme si... Ok. Il me montre les images, il me dit, tu penses quoi? Et là, on n'est pas du tout dans le projet, hein. Mais lui, il a fait déjà son truc imaginaire, mais il commence à fabriquer des meubles pour ses mat galeries. Et je lui dis, je pense que j'ouvre immédiatement. C'est super. Quelque part, il a réinventé la boutique de marque sur son ADN pour la mise en valeur de ses montres. Il aurait fait comme tout le monde. Pour moi, il a fait l'Apple Store horloger quelque part, dans toute proportion gardée, dans son univers. C'est-à-dire, d'un seul coup, j'ai toutes ces œuvres d'art qui participent à l'état d'esprit de la maison. Je suis pas dans un truc habituel. D'ailleurs, tous les gens qui rentrent, ils disent, c'est super. On est ailleurs, il se passe un truc ici. Et c'est vrai que les objets et la déco qui a été, alors à la fin d'ailleurs c'était ultra ambitieux, hein, tout ça a été d'une complexité magistrale, mais en 2 ans, il a réussi à faire un décor de son univers, et je te dis, moi le premier, je dis boum, et les 3 autres qui étaient les 3 autres mousquetaires de l'époque, quand Max était un peu dans le gaz par rapport à cette histoire de mouvement de McDonnell et autres. Parce que quand je lui ai dit, moi, j'ouvre tout de suite, il m'a dit non. Enfin, c'est cool, mais il me dit, c'est pas ce qui était prévu. Enfin, c'est pas ce qui est prévu. Je lui ai dit, appelle les 3 autres, s'il te plaît. Et les 3 autres, il les a appelés. Et quand il m'a rappelé, il m'a dit, les 3 autres, ils veulent l'ouvrir aussi. Je lui ai dit oui. Oui. C'est super ce que t'as fait. Franchement. Je voudrais rajouter un truc à ce que tu dis, c'est le hasard, tout ça. Mais en 2 ans, je suis allé à la Mat Galerie à Genève, et à la Mat Galerie à Singapour au Raffles. Il y a tout ce que tu viens de décrire très bien, mais il y a un truc additionnel. Quand tu disais, il a révolutionné la boutique de montres, les vitrines, etc. Ouais. Mais sur un autre point, c'est qu'il y a une ambiance et une qualité de l'accueil. Moi, je suis personne. Il y a 2-3 mecs à la Mat Galerie qui m'ont reconnu avec la chaîne YouTube, etc. On est arrivé avec un abonné, un ancien invité de la chaîne. On a eu, comme tout le monde, comme n'importe qui y rentre, le tour de la galerie. Bien sûr. Avec les pods. Qu'est-ce que vous voulez voir? On fait le tour. Qu'est-ce que vous voulez voir comme montre, etc., etc. À Singapour, il y a encore moins il y a pas de sécurité, etc. Un accueil fantastique avec une proximité client
qui fondamentalement, je pense, est l'un des sujets aussi dans l'industrie horlogère qu'il y a à traiter. Et quand on vient ici te voir, là, ok, on me veut enregistrer, donc forcément, on sait qui je suis, machin, etc. et pourquoi je viens. Il y a toujours un accueil fait de simplicité. Et simplicité pour des Space One Tellurium à 4000 balles ou des Amida à 3000. Et de la même façon, on peut essayer une HYT, etc. Qui coûte beaucoup plus cher. Nous, avec la même, on accueille le même rapport humain. Juste pour se protéger de la pluie. Pour qui les montre, c'est pas un sujet. Et on leur montre. On les emmène dans le truc et ils disent waouh, on a découvert un truc, même si c'est pas du tout notre histoire, mais waouh. Donc, mais ça c'est capital, mais ça c'est le commerce en général, c'est-à-dire que une boutique c'est un lieu d'échange social. À partir du moment où quelqu'un vient me voir, je me dois de le recevoir. La moindre des choses, c'est de connaître le maximum au mieux ce qu'on vend, mais aussi de faire découvrir, d'échanger et de s'intéresser à lui. Bien sûr. Ben oui. Donc nous, c'est notre job. On a, enfin quand tu vois les avis Google, je veux dire globalement, les mecs disent, je suis tombé chez des fous. C'est super. Ils m'ont montré tout. L'horloger il m'a expliqué ce truc-là pendant 2 heures, machin. Et c'est notre boulot. Je veux dire, il y a tellement de boutiques où quand tu rentres, le mec il a pas envie de te vendre. Qu'il faut être, tu vois, il faut être volontaire pour acheter un truc, parce que le mec, en gros, tu le déranges. Je dis, ce jour-là, faut faire autre chose, mec. Bah oui, mais il faut être back-office. Bah oui, je peux comprendre, hein. Ouais. Parce que peut-être que le mec, il y a 40 ans, il était au top. Bon, 40 ans plus tard, il a vu 200 000 personnes. Le mec, il a plus envie. Ok, mais te montre pas. Oui, il faut passer à autre chose. Prends des gens avec toi, tu vois. Donc, et ça, c'est sûr que, en tout cas, là, tu prêches un convaincu aussi. C'est en partie aussi pour ça que j'ai ouvert Chronopassion. Hein. Je veux dire, moi, quand j'avais 12 ans, j'étais avec mon père au premier étage de la place Vendôme, quand ils avaient un multimarque qui s'appelait Les Temporels. En 72 pour aller voir la Royal Oak, en 74 quand mon père a dit bon, ok, finalement, on va l'acheter. C'est cher l'histoire, mais bon, on y va. L'ambiance de l'époque. Mais alors là, tu te tires une balle. Les mecs, ils étaient en smoking, ils chuchotaient, ils jaugeaient, machin. Enfin, c'était wow, au secours. Et quelques années après, d'ailleurs, bien avant que j'ouvre Chrono, je disais à mon père, putain, l'ambiance du truc. Parce que c'est quand même un magasin de jouets pour des mecs d'aller venir voir des montres, etc. Et d'un seul coup, t'avais une ambiance, mais un truc, c'était pas très rock'n'roll quand même. C'était pas vraiment le sujet de la vidéo du jour. Hein. C'était même pas rock'n'roll, c'était funéraire. Et c'était, en plus, tu vois, tu te sentais jaugé, ce qui est insupportable. Parce que comme tu dis, je suis personne, mais personne n'est personne. Le mec il rentre, il veut voir un truc, ok cool, ça vaut 3000 balles, ça vaut 300 000, c'est pas le sujet. Et puis voilà, après il fait ce qu'il veut ou pas. Mais tant pis. Je veux dire, le sujet c'est d'abord de partager et de donner le max de nos connaissances sur des gens qui, chez nous, en règle générale, sont plutôt des gens qui ont déjà une culture assez solide sur ce sujet. Je dis souvent dans le parcours initiatique, même si c'est arrivé, c'est rare qu'ils viennent nous voir au début. Ils viennent pas nous voir pour acheter leur première montre. C'est assez rare. Mais à un moment donné, on a beaucoup de clients avec qui ça s'est passé comme ça, qui sont venus en disant bon, ok, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai acheté tout ce qui était cool, machin, depuis des années. Et là, je veux passer la tête derrière ces indépendants là. Eh oui, c'est quoi? On m'expliquait. Ouais, bah on va vous raconter les histoires des uns, des autres, et puis de la typologie d'objets qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Qu'est-ce qui est l'ADN
complètement implacable là-dessus, pour les uns, pour les autres. Et voilà. Mais évidemment, chez MBNF, ça se doit d'être de la même façon sur un accueil et une découverte qui passe par un esprit friends et d'échanger sur un sujet qui nous anime. C'est une bonne conclusion, ça, Laurent. Friends. Friends, c'est l'amitié, c'est proche de l'amour. J'aurais envie de conclure puisqu'on est dans le rock'n'roll. Là, on était avec Time de Pink Floyd. Eh bien, souvenez-vous, pour les plus jeunes générations, mais toi et moi aussi, on l'a connu à l'époque, Retour vers le futur, avec le début de ce film, avec des réveils qui sonnent, et là, on a un énorme riff de guitare. C'est bien ça, un énorme riff de Huey Lewis and the News, The Power of Love. Et où ils ont construit un ampli gigantesque. Géant. Il est où? Tu l'as pas, celui-là? Non, je l'ai pas. Mais bon, c'est mythique. C'est-à-dire, il met tout à fond, le truc grésille partout, et au moment où il balance juste le premier accord, il est explosé à 4 mètres derrière. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi. Les amis, on s'est rigolé. On aurait pu durer comme ça indéfiniment. Il y a bien plus que c'est un peu le problème des bavards. 5 marques de montres. On s'est régalé avec ce duo musique rock'n'roll et modèle Urwerk, Moser, Bulgari, Daniel Roth, MBNF. N'hésitez pas à passer. Il y a vraiment de belles choses. Il y a des jeunes marques françaises, on l'a pas dit, mais Space One et Amida. Alors Amida, c'est une marque qui a été relancée, mais c'est des Français, des jeunes qui sont aux manettes. Comme quoi, et je le dis toujours, l'avenir c'est la jeunesse. Si vous voulez participer, rendez-vous sur www.dailyjuice.com, vous créez un compte sur la plateforme, vous partagez un avis au moins sur l'une de vos montres, et après vous m'écrivez sur guest@dailyjuice.com pour me dire de quoi vous avez envie de parler. On se retrouvera pas au bureau, parce que là je suis au bureau de Laurent. On se retrouvera dans le canapé de petite montre entre amis. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Prochain meet-up Daily Shoes à Paris le 27 mars. Et le 3 avril à Genève sur un rooftop comme d'habitude à l'occasion des Watch & Wonders. Si t'es dans le coin, à mon avis t'y seras, mais tu seras très occupé. Mais tu es quand même le bienvenu. Salut les amis, ciao ciao. Bye bye. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyjuice.com pour raconter comment tu aimes ta montre.